Commençons sans plus tarder avec le premier sujet de notre liste. Je dis que seul le peuple camerounais peut gagner les élections au Cameroun. Et j'invite les Camerounaises et les Camerounais à tirer quelques leçons ivoiriennes qui permettraient de guérir les plus sceptiques d'entre eux, ceux qui n'ont pas compris la nécessité de la révolution et qui croient qu'ils vont obtenir, eh bien, le beurre et l'argent du beurre. Bref, le changement sans le renversement de la dictature. Bon. Au Cameroun, il y a une institution qui est officiellement chargée des élections. Cette institution s'appelle ELECAM, Élections Cameroun. Cette institution est composée de membres exclusivement issus du parti au pouvoir, le RDPC de Paul Biya, et de personnalités de la société civile qui lui sont soumises. Cette institution nous a déjà montré, tout comme son ancêtre qui s'appelait l'ONEL, tout comme l'ancêtre de l'ONEL qui s'appelait l'administration territoriale, cette institution nous a déjà montré sa capacité exponentielle à tricher. Cette institution est une institution trichomane, c'est-à-dire dont le premier réflexe est de truquer les élections. On a vu un groupe de partis de l'opposition demander au président de la Cour constitutionnelle, au magistrat de la Cour constitutionnelle du Cameroun, d'exiger de l'ECAM qu'elle publie les listes électorales afin que toute l'opposition participant aux élections, tous les partis d'opposition participant aux élections sachent au moins qui sont les électeurs dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a répondu que ce n'était pas son affaire, que lui ne voulait pas savoir qui est électeur au Cameroun. Lui, le Conseil constitutionnel, est lui aussi tout simplement une chambre d'enregistrement du palais présidentiel qui lui dicte les résultats depuis la première grande fraude électorale organisée par le colon français dans les années 58-59 au Cameroun. Il faut savoir que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont des Camerounais qui ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant et souverain. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun par la guerre, par le mensonge et la ruse du colon français. Ahidjo, le patron de Paul Biya, et Paul Biya faisait partie des jeunesses camerounaises soumises au néocolonialisme français. Ils ont été choisis par les colons français du Cameroun en raison de leur docilité et de leur acceptation de maintenir le Cameroun sous la domination de la France. Voilà pourquoi ils ont accompagné l'armée française pour massacrer plus d'1 million de Camerounais. Et maintenant, ils accompagnent l'armée française pour rédiger. Ils accompagnent la France pour rédiger une version édulcorée du génocide camerounais. On parle de violence extrême. C'était une guerre de décolonisation. Non, il y a eu génocide au Cameroun. Et l'opération qu'ils ont menée dans leur commission mixte, elle a pour but d'édulcorer les faits, de réviser et de nier la gravité des actes qui ont été commis au Cameroun. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. La commission que vous avez vu bavarder pendant 3 semaines là, elle a été essentiellement montée pour aplatir la tragédie camerounaise. Ce sont les mêmes qui ont été choisis par le colon français pour gouverner le Cameroun pendant que le colon français et ses supplétifs africains massacraient plus d'1 million de Camerounais. Ce sont les mêmes qui viennent maintenant essayer d'écrire une histoire dans laquelle on avait juste à faire une guerre décoloniale avec une violence qui montait aux extrêmes. On avait affaire à un affrontement avec un certain nombre d'excès qui ont été observés ça et là. Ils ont fait toute une commission pour essayer de mentir sur l'histoire des Camerounais. Alors que la vraie histoire, des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée lorsque le Cameroun sera libéré de la domination des suppôts du colonialisme. Je recommence une deuxième fois. La vraie histoire des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée et publiée lorsque le pays ne sera plus dirigé par les héritiers des colonialistes. C'est-à-dire lorsque le pays ne sera plus dirigé par un type comme Paul Biya, qui précisément depuis 1961 était aux côtés de l'administration d'Amadou Ahidjo, laquelle était chapeautée par l'administration française pour massacrer les Camerounais. Et cela depuis 1945 et jusqu'à 1971. Paul Biya est entré dans le pouvoir au Cameroun en 1961 et il n'en est toujours pas sorti. Donc, il est co-responsable du génocide camerounais avec les gouvernements de Gaulle, Pompidou, au minimum. Les gouvernements de Gaulle et Pompidou sont co-responsables du génocide camerounais avec les gouvernements, Ahidjo.
et Paul Biya, qui devient d'ailleurs Premier ministre à partir de 1975. Donc voilà d'abord un pays qui a été, dont l'armature politique a été entièrement pensée sur le principe de la tricherie, de la fraude et de la violence. Il n'y a jamais eu, depuis 1958 au Cameroun, une élection transparente, une élection populaire, une élection consensuelle, une élection qui, en réalité, mette d'accord tous ceux qui y participent sur sa probité, sa sincérité et sa vérité. Or, tout d'un coup, on se rend compte que certains qui savent pourtant que Elekam est une machine à tricher veulent faire passer Elekam comme l'institution qui va nous organiser la super élection qu'on n'a jamais vue au Cameroun. Moi, je suis né en 1972. Et après le retour du pseudo-multipartisme dans les années 90, en tant que citoyen camerounais, j'avais 20 ans en 92, j'ai voté pour Ni John Frundi. Ni John Frundi a gagné les élections dans les urnes de 1992. Paul Biya a refusé de reconnaître. Et de 1992 à maintenant 2025, Paul Biya n'a jamais déclaré fidèlement le résultat des urnes. Pourquoi? Mais il contrôle la commission électorale. Pourquoi? Mais il contrôle la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais il contrôle la gendarmerie, il contrôle la police et il contrôle l'armée. Pourquoi? Mais c'est lui qui contrôle la radio-télévision. Pourquoi? Mais c'est lui qui a encore le soutien des grandes puissances néocolonialistes qui l'ont imposé à la tête du Cameroun après Ahidjo. C'est la raison pour laquelle les résultats des élections au Cameroun ne seront jamais les résultats des urnes. Et quand on l'explique, il y a des gens qui sortent pour publier littéralement des fatwas, comme s'ils donnaient l'ordre de vous exécuter. Mais il faut qu'on dise à l'opposition camerounaise que quelqu'un qui résiste contre Paul Biya ne va pas avoir peur d'un opposant. Quelqu'un qui résiste contre Ouattara Draman ne va pas avoir peur d'un opposant en Afrique. Parce que maintenant, il y a une nouvelle terreur d'opposition. Quand tu leur dis, allez à Elekam, c'est aller entériner une tricherie, vous savez qu'il va tricher. Biya a triché sous les yeux de tout le monde en 92. Il a triché, il a toujours triché. Il va tricher en 2024. Commençons la lutte maintenant pour qu'il y ait de vraies conditions pour des élections. N'attendons pas. Octobre 2024, c'est pas pour nous. 2025, pardon, c'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est de commencer à nous rassembler maintenant pour reprendre le pays et le reprendre en tant que peuple. C'est ça qui est important. Quand on le dit, il y a des opposants qui se lèvent et qui se mettent à menacer les gens de coups et blessures. D'un côté, ils tiennent un langage apaisé. Ah non, respecter les opinions. Mais leurs militants se promènent sur les pages des gens pour leur dire mais on va te tuer parce que tu as osé critiquer notre leader. Et il n'y a personne d'incriticable au Cameroun. Moi, le premier. Vous pouvez me critiquer. Allez sur votre page. Vous pouvez même aller sur votre page, m'insulter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne viendrai jamais sur votre page vous répondre. Si vous venez sur ma page, je m'adresse aux Camerounaises et aux Camerounais qui ne sont pas d'accord avec moi et qui sont dans l'opposition. Vous venez sur ma page, vous écrivez votre argument, je vous laisse tranquille. Vous dites une insulte, je vous bloque. Parce que moi, quand je combats quelqu'un, je ne vais pas sur sa page, je parle sur ma page. Je dis qu'en cette année 2025, il va se passer au Cameroun ce qui s'est passé en 2018. Si Paul Biya est toujours vivant, il va truquer les élections. Il va attendre les Camerounais victimes de son trucage dans la rue pour les tuer. Il va arrêter les autres pour les amener en prison. Il va chasser les autres pour les renvoyer en exil. Et il va corrompre ceux qui acceptent l'argent volé au Cameroun qu'il leur donne. C'est ce qu'il va faire. Il n'y a que les Camerounais hypocrites qui font semblant de ne pas savoir que c'est ce que Paul Biya va faire. Alors, si on pense que c'est en octobre qu'on va se rassembler comme un seul homme pour dégager Paul Biya, mais pourquoi on ne peut pas se rassembler dès maintenant? Pourquoi on ne peut pas considérer que le mot d'ordre dès maintenant, c'est que, en fait, il n'y a pas d'élection en octobre. Ce qui se prépare en octobre, là, ce n'est pas des élections. C'est un vol de plus. Si on arrive là-bas sans avoir changé les conditions d'organisation des élections, on connaît le résultat. Paul Biya va se déclarer vainqueur.
Et les gens vont venir nous expliquer ici que c'est parce que le peuple ne s'est pas mobilisé pour défendre leur victoire. Non. D'abord, il faut rassembler le peuple camerounais sur des bases larges. Et c'est parce qu'on va réussir à le rassembler sur des bases larges qu'on va se débarrasser du régime qui, par définition, vole, truc, pille, tue, emprisonne, exile, ment. Le régime qui vole, truc, exile, pille, emprisonne, ment. Le régime qui vole, tue, exile, emprisonne, ment, truc. C'est à ce régime-là que nous avons affaire. Donc, au Cameroun, là, Paul Biya n'a jamais gagné les élections parce que c'est un truqueur. Paul Biya ne va jamais laisser l'opposition gagner les élections parce que c'est un truqueur et parce que l'opposition n'est pas suffisamment rassemblée. D'accord? Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Parce qu'il faut d'abord que le peuple camerounais se débarrasse de ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais et il doit se débarrasser de tous ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Qui empêche les Camerounais de choisir ses dirigeants? Le régime de Paul Biya. De telle façon que même si ça doit nous prendre 2 ans ou 3 ans, il faut lutter pour se débarrasser du régime de Paul Biya. Comme ça, après, on pourra choisir nos dirigeants librement. Parce que si c'est ce régime-là qui nous impose encore en octobre sa fraude, son mensonge habituel, eh bien, en fait, nous serons démobilisés. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas tous eu la même cause dès le départ. Je continue en parlant du Cameroun. Les gens ne voient pas qu'au Cameroun, Paul Biya a mis en place un mécanisme pour exclure des millions de Camerounais des listes électorales. On demande la publication des listes électorales, ils ne publient pas. Mais même s'ils les publient, il y a des millions de Camerounais qui ne sont pas dedans parce qu'on refuse de leur donner, notamment les Camerounais de la diaspora, ils sont 3 à 4 millions. On refuse de leur donner pour la plupart leur papier camerounais parce qu'on sait qu'ils vont voter pour l'opposition. Et là, je suis choqué par le comportement d'un certain nombre de militants de l'opposition. Ici, dans la diaspora camerounaise, est-ce que vous savez que si la diaspora camerounaise, les 2, 3, 4 millions de Camerounais de l'étranger avaient leur carte, mais c'est eux qui garantiraient la victoire du président Maurice Kamto. Mais oui, c'est eux qui garantiraient même sa victoire parce que les Camerounais qui sont hors du pays, n'étant pas directement sous la persécution, sous la violence du régime, ils ont plus de liberté. Et la diaspora camerounaise est en majorité pour l'opposition. L'opposition camerounaise serait sûre de gagner les élections si sa diaspora avait droit au vote. Parce que la diaspora camerounaise, là, elle est, selon tous les sondages qu'on peut faire, que j'ai pu consulter, elle est à 90% pour l'opposition. Elle est prête à voter pour le candidat le mieux placé de l'opposition, juste pour se débarrasser de Paul Biya. Mais on décide de ne pas écouter, on décide de ne pas tenir compte du fait que Elekam, plus personne n'a confiance en cette affaire, et que mobiliser les gens pour aller dans cette affaire, ce n'est pas quelque chose de tentant. Ça ne donne envie à personne. Moi, je n'ai pas envie de me mobiliser pour une élection de laquelle nous sommes des millions à être exclus. Et une élection au bout de laquelle je sais que Paul Biya va ordonner les résultats. Et le simple fait de le dire, il y a des gens qui sortent sur les réseaux et qui se mettent à vous considérer mais comme un ennemi personnel. Il y a des gens qui sortent sur les réseaux et essaient de raconter votre vie. Ah non, c'est un petit professeur de lycée. Ah non, on l'a accusé en France, il a détourné. Ces gens-là veulent gagner les élections. Ces gens-là veulent gagner des élections. Ils sont incapables d'écouter. Ils sont incapables d'écouter, que ce soit leurs dirigeants ou eux-mêmes, ils sont incapables d'écouter. Je leur dis ce qui se passera en octobre. Si Paul Biya n'a pas disparu du fait de sa vieillesse ou du fait d'un coup d'État interne, parce que je vous ai dit qu'il y a 3 coups d'État qui se préparent au Cameroun. Un coup d'État civil, ça c'est Paul Biya, ce sont ses pseudo-élections. Un coup d'État néocolonial, pro-néocolonialiste français. Ah oui, il y a des soldats là qui sont en train d'être préparés pour essayer de prendre à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya le pouvoir. Et puis un coup d'État révolutionnaire. Il peut y avoir des fils et filles patriotes du Cameroun qui se lèvent dans les forces de défense et de sécurité qui disent ça suffit maintenant. On arrête tout ce monde-là.
3 coups d'État possibles. Un coup d'État civil, ça c'est Paul Biya, il est habitué à ça. Un coup d'État, comment on appelle ça, néocolonialiste, et puis un coup d'État révolutionnaire. J'ai déjà donné une conférence là-dessus. Mais le problème, c'est, là, je m'adresse à l'opposition. Mais expliquez aux militants comment Elekam va reconnaître votre victoire. Vous savez bien que Elekam ne va pas reconnaître. Expliquez donc à des gens qui ne sont pas dans les listes électorales, des gens qui n'ont pas vu les listes électorales, des gens qui n'ont pas vu leur nom dans les listes électorales. Expliquez à des gens à qui on ne donne pas leur passeport, à des gens à qui on ne donne pas leur carte d'électeur. Expliquez-leur que il faut aller aux élections de l'ECAM pour gagner. Expliquez, argumentez. Ne menacez pas de coups et blessures. Ne menacez pas de coups et blessures. Vous n'êtes pas plus méchant que les autres qu'il y a ici dans le monde. Qui est plus méchant au Cameroun que Paul Biya? Moi, je suis opposant à Paul Biya. Je vais craindre un opposant de Paul Biya. Je vais craindre les partisans d'un opposant à Paul Biya. Alors que je ne crains pas les partisans de Paul Biya et Paul Biya depuis 30 ans. Il y a des gens sur qui il ne faut pas commettre des erreurs. Moi, par exemple, celui qui s'amuse à me menacer, il démultiplie ma détermination à le déconstruire. Vous devez me connaître. Les Camerounaises et Camerounais me connaissent. Et ils m'appellent chef signé là. Ils ne savent pas qu'il ne faut jamais me menacer. Nous sommes de nombreux Camerounais comme ça, on ne nous menace pas. Parce que nous, on a été capable de dire non à des gens tout puissants. Moi, je n'ai pas d'armée, hein. Je n'ai pas d'armes. Mais quand je dis non, je dis non. Je suis ici en France. Macron m'a déjà amené en garde à vue 2 fois, non? Donc, combien de fois même? 6 fois. Je dis non. Quand moi, je dis non, je dis non. Et quand j'étais au Cameroun, je disais non, je disais non. Et quand je retournerai au Cameroun, quand je veux dire non, je vais dire non. Donc, je ne comprends pas la polémique que les gens créent. Nous autres là, qui observons la politique camerounaise depuis plus de 30 ans, nous vous disons qu'en octobre, il va s'autoproclamer élu. Il a même déjà son score actuellement. Et nous vous disons que vu qu'on n'est pas en train d'avoir une mobilisation large du peuple, puisqu'il y a une exclusion électorale dans les listes, il y a une exclusion territoriale, il y a même une exclusion constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne veut même pas savoir ce qui se passe. Il attend qu'on lui donne la dictée du résultat. Il faut se focaliser sur mobiliser le pays. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec cela et continuer à rassembler de l'argent à gauche et à droite pour vos pseudo-élections. Donc, vous savez très bien qu'elles vont finir par Paul Biya, candidat élu. Vous savez bien comment ça va finir. Donc, prenez l'argent des gens comme vous voulez. C'est votre droit. Mais n'obligez pas les gens à vous répondre. N'obligez même pas les gens à devoir, en quelque sorte, démontrer qu'ils ont raison. Parce que moi, je sais démontrer que j'ai raison. La démonstration, c'est mon affaire. C'est ce que j'ai appris à l'école. Je vous dis que le résultat d'octobre 2025 est connu. Aucun opposant ne sera proclamé élu président de la République par Clément Atangana. Aucun. Je dis bien aucun. Que tu sois un opposant positionnant, pro-Biya ou un anti-Biya, tu ne seras pas proclamé président. Donc, en réalité, il faut que la balle revienne à la terre du centre du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais que nous devons éveiller pour lui dire on doit sortir à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, on doit sortir à Bafoussam, à Douala, dans les dia. On doit sortir en un nombre suffisamment important pour que la police, l'armée, la gendarmerie aient peur de nous. La peur doit changer de camp. C'est ce que tous les autres peuples qui ont abouti au moins à un coup d'État révolutionnaire ont fait. Les Maliens ont commencé. Ils ont commencé plus de 2 ans plus tôt. Ils ont commencé à dire à Ibeka, il faut que tu t'en ailles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas nous enterrer. Tous comme ça. Donc, c'est le même combat que les Burkinabés ont mené pour aboutir à ce que Roch Kaboré s'en aille. Et par la suite Damiba. Et c'est ce combat que le peuple camerounais doit mener. Ce peuple doit se regarder comme un peuple de frères et de sœurs africains qui sont pris en otage par une dictature qui les a manipulés sur des bases tribales, sur des bases régionales, sur des bases religieuses, sur des bases économiques. Les Camerounais doivent sortir de tout ça et dire non. Maintenant, on veut un pays qui soit bon pour nous tous.
Peu importe même celui qui va être président. On veut un pays qui soit juste pour nous tous. Et nous allons nous battre pour cela. Et tous ceux qui ont la capacité de convaincre dans le pays, c'est ce langage qu'ils doivent parler aux Camerounais. Que de leur dire que Elekam va organiser une élection ils vont gagner. Tu n'as même pas la preuve que tu es dans la liste et tu vas gagner comment? Non, mais dites-moi, vous ne connaissez même pas les listes électorales. Vous allez donc gagner comment? Vous n'êtes même pas sûr que, vous qui avez des cartes électorales, vous n'êtes même pas sûr que vous êtes dans les listes. Vous ne savez même pas combien de personnes ont été doublées sur votre nom. Mettons, si tu t'appelles Nyamsi Dieudonné, tu ne sais pas combien de Nyamsi Dieudonné on a fabriqué dans la liste. Tu vas gagner comment? Mettons que toi, tu votes le leader, je ne sais pas, du MRC. Tu votes Maurice Kamto. Tu t'appelles Nyamsi Dieudonné. OK. Mais Biya a fabriqué 25 Nyamsi Dieudonné qui votent pour lui. Il y en a un qui vote pour Kamto. Le résultat, c'est quoi? Est-ce que tu as la liste électorale? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en discute? Mais répondez aux objections. Est-ce que vous avez la liste électorale? Vous savez qui est dedans? Comment vous pouvez connaître le résultat? Le résultat sera connu essentiellement par celui qui connaît qui est dans la liste. Oh, Paul Biya a mis la liste, comme il le dit lui-même, dans la sauce. Tant que la liste n'est pas sortie de la sauce, il n'y a pas élection. Et tant que tous les Camerounais qui ont le droit de voter ne sont pas dans la liste, il n'y a pas élection. Voilà comment un pays est bloqué à cause des orgueils, des narcissismes, à cause des particularismes et à cause de la volonté de tirer systématiquement la couverture de son côté. Et si on essayait de penser le pays comme notre bien commun et arrêter de dire non, 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 allons-y quand même, allons-y, puisque ça va me profiter à moi tout seul. Hein, allons-y dans ces conditions. Et si on arrêtait de penser comme ça, et si on arrêtait, quand quelqu'un n'a pas le même point de vue que nous, de le menacer de coups et blessures. Mais on veut instaurer un état de droit. On élabore même un décalogue du bon comportement. La première partie du décalogue est tolérante. La deuxième partie, c'est l'exclusion. C'est la menace de coups et blessures. C'est l'injonction, c'est la fatwa, c'est les menaces. Si tu ne penses pas comme ça, alors tu es comme ça. Celui qui est avec moi, il doit être comme ça. C'est notre pays à nous tous là. Vous ne pouvez pas parler de ce pays comme ça. Biya même ne peut pas parler de ce pays comme ça. Il est qui? Qui est qui là au Cameroun pour dire que si ça ne se passe pas comme moi je veux là, alors quoi? Paul Biya a fait ça 42 ans. Voilà pourquoi le pays est bloqué. Est-ce qu'il a pu développer le pays avec sa mentalité? Sa méchante mentalité de quelqu'un qui veut écouter personne. Paul Biya a fait quoi du Cameroun? Un État arriéré. Si on veut gouverner le Cameroun avec une mentalité de quelqu'un qui ne tolère pas que quelqu'un d'autre ait un point de vue, est-ce qu'on va le développer? On ne pourra pas parce qu'on va recommencer les mêmes conneries de Biya. On va recommencer les mêmes conneries de Biya. Vous voyez des gens qui n'ont même pas la capacité d'élaborer, de comprendre votre niveau de réflexion, qui sont envoyés pour vous insulter. Et leur leader sort pour dire qu'il ne les a pas envoyés. Il veut rassembler l'opposition. Ces militants, essentiellement, interdisent à qui que ce soit de ne pas penser comme leur patron. C'est quoi ça? Ça, quelle réorganisation? Et puis certains d'entre eux pensent qu'on ne peut pas les contredire. Ah, si tu nous contredis, tu vas avoir des problèmes. Quel problème? Quel problème un exilé politique comme moi n'a pas eu sur la terre ici? Quel problème je vais avoir que je n'ai jamais eu? Ouais, des enfants, il y a même des militants, et ça je le dis à mes frères et sœurs du MRC, il y a des militants au MRC, c'est moi qui les ai envoyés au MRC. Est-ce que vous savez qu'au MRC, là, je m'adresse aux militants, il y en a même une qui a été chargée de m'insulter. Mais c'est moi qui l'ai envoyé au MRC. Quand j'ai vu que la section de France de l'UPC avait volé en éclats, en 1000 éclats, j'ai des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounaises qui sont venus me voir. Et ils se reconnaîtront pour me demander, grand prof, actuellement, si nous voulons militer dans l'opposition, où il faut aller? Moi là, qui ne suis pas membre du MRC et qui n'ai jamais voulu en être membre, j'ai dit allez au MRC. Au moins, vous allez avoir une culture d'organisation, une culture de parti politique. Allez au MRC. Actuellement, dans l'opposition ici en diaspora, le parti politique qui fonctionne bien, c'est le MRC. Mais quelqu'un qui a une telle attitude de reconnaissance, d'ouverture, vous l'insultez, mais qui va vous écouter quand vous allez vous retrouver seul avec Paul Biya et votre élection volée encore? Qui va vous écouter si vous insultez Nyamsi?
Écoutez bien toutes mes communications. Est-ce que j'ai insulté le président Kamto où? Vous écoutez un discours dans lequel je critique son analyse de la politique camerounaise, mais où je salue l'homme et je reconnais ses mérites. Mais si vous êtes un militant bien formé, vous devez dire, mais le professeur a toujours du respect pour notre leader. Utilisons ce respect qu'il a pour notre leader pour garder le contact avec lui. Vous montez sur moi, vous m'insultez. Vous m'insultez, moi. Est-ce que vous savez d'abord que vos insultes ne peuvent pas atteindre un cuirassé du combat comme moi? Quand vous m'insultez, vous avez le bâton pour vous battre les uns après les autres sur le terrain de la dialectique. Au Cameroun, nous tous on a la bouche. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bouche plus que moi? Donc, il y a des gens, il ne faut pas les mettre contre vous. Donc, le MRC qui est là, et que j'appelle toujours le principal parti d'opposition au Cameroun, il y a des militants, c'est moi, Niamsi, qui suis là, qui leur ai dit, allez militer là-bas. Ils sont militants du MRC parce que je les ai orientés. Ça s'appelle de l'humilité, de l'honnêteté. Je ne pouvais pas leur dire, allez à l'UPC. Bon, il y a encore une petite section de l'UPC à Paris, mais ce n'est pas une section dynamique. J'ai dit à des Camerounais, moi je suis UPCiste au Cameroun. J'ai dit à des Camerounais, allez au MRC. Je ne suis pas militant du MRC. Je ne veux pas être militant du MRC. J'ai mes raisons pour lesquelles. Mais ça n'empêche pas, si vous allez là-bas, vous allez être utile pour le pays. Et le leader du MRC, je l'ai soutenu de 2018 à cette année 2025. Chaque fois qu'il a été dans une épreuve, j'ai été devant, à côté de tous les autres pour dénoncer. Oui ou non? Mais quelqu'un qui s'est mis devant pour dénoncer pour le président Kamto, s'il n'est pas d'accord avec le président Kamto sur une question de stratégie ou de tactique, vous l'insultez, c'est que vous êtes tout simplement, en fait, indigne et inapte de la responsabilité de l'État. Il faut être indigne et inapte de la responsabilité de l'État pour ne pas comprendre que Franklin Niamsi, là, c'est quelqu'un qu'on ne soumet pas sur le plan intellectuel, sur le plan moral. Mais si vous le respectez, même si vous avez des divergences avec lui, c'est un monsieur qui sera toujours correct avec vous. Oui. Donc, je vous le dis très clairement, la stratégie que vous avez choisie, elle concerne votre parti politique. Moi, je n'ai pas à juger de la stratégie du MRC comme parti politique parce que je ne suis pas membre. Je respecte l'organisation. Mais à partir du moment où vous avez la prétention de dire aux Camerounais ce qu'ils doivent penser, d'interdire aux Camerounais d'exprimer un point de vue opposé à celui de votre parti, vous êtes indigne d'aspirer. Vous êtes comme Paul Biya, vous êtes indigne d'aspirer aux fonctions. Regardez comment vos militants se comportent sur les machins. Ils sont capables d'utiliser les mêmes insultes que le régime Biya contre ceux qui ont soutenu et qui ont du respect pour leur leader. Ce sont des militants politiques, ça? Ce ne sont pas des militants politiques, ce sont des suiveurs. À la petite semaine. Et ce sont même des gens sur lesquels un parti politique normal ne peut pas compter. Bon, le désaccord est très simple. Il y a des Camerounais qui pensent que Elekam va accoucher d'une élection juste. Je n'en suis pas. Je dis que c'est faux. Ils se trompent. De bonne ou de mauvaise foi, ils se trompent. Je suis de ces Camerounais qui savent que c'est la mobilisation, l'insurrection citoyenne populaire qui va rendre possible la naissance d'institutions permettant des élections justes. Voilà les deux points de vue. Voilà les deux points de vue. Alors, que vous me disiez, ah d'accord, mais débrouille-toi alors, réalise ton point de vue, nous on réalise pour nous. Je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit que j'allais réaliser pour vous? J'ai dit que je ne suis pas impliqué dans les élections de l'ECAM. Je ne participerai jamais plus à une élection organisée par l'ECAM. En 1992, j'ai participé. C'était organisé par le ministère de l'administration territoriale. On a volé. Depuis 1992 jusqu'en 2018, ils ont volé. Je ne suis plus dedans. Les élections ont volé. Les élections dont je sais qu'elles sont volées d'avance, Niamsi n'est pas dedans. Alors maintenant, j'ai vu en lisant les arguments de mes contradicteurs qu'ils se sont intéressés à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où je suis membre du mouvement Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Soro est candidat à l'élection présidentielle. Et Guillaume Soro n'est pas dans les listes électorales. Laurent Gbagbo est candidat à l'élection présidentielle, n'est pas dans les listes électorales. Vous savez,
Est-ce que vous savez quel est le combat de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo? Mais ils se battent pour être dans la liste électorale. Ils se battent pour briser l'exclusion électorale. Mais voilà. Et il n'y aura pas une élection considérée comme une élection ivoirienne tant que les fils de la Côte d'Ivoire qu'ils sont ne sont pas dans la liste, ne sont pas éligibles. Donc je suis très cohérent. C'est des gens qui ne connaissent même pas la politique ivoirienne qui pensent qu'il y a une contradiction. Avec Guillaume Soro, on se bat pour qu'il y ait de vraies élections en Côte d'Ivoire. On sait très bien que dans les conditions actuelles, ce n'est pas de vraies élections qui se préparent en Côte d'Ivoire. C'est la même mascarade de Ouattara. Les Ivoiriens sont massivement exclus de leur liste électorale. Et Alain Ouattara, lui, il montre des demi-listes au moins. Il montre au moins des demi-listes. Alors qu'au Cameroun, l'opposition n'a même pas vu un quart d'une liste. Mais comment tu peux dire à quelqu'un que tu vas construire une maison? Tu vas construire une maison pour lui alors que tu n'as même pas encore le terrain. Parce que l'élection, la mappement de l'élection, c'est la liste électorale. C'est quand on connaît exactement qui sont les électeurs qu'on peut connaître qui sont les candidats. Mais tu ne connais pas les électeurs, tu vas à l'élection, pourquoi? C'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il va te construire une maison, mais il te dit qu'il n'a pas de terrain. Tu dis, mais tu vas construire une maison sur un terrain qui n'existe pas. Commençons par chercher le terrain. Le terrain, c'est la liste électorale. C'est la map monde. Donc, ce qu'on devrait faire au Cameroun, c'est, nous qui sommes dans l'opposition, mais discuter intelligemment de tout cela. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon jeune frère, Kwalai Mbika. J'ai suivi beaucoup d'interventions. Alors, ceux dont je sais très bien que le taux de crétinisme est tellement avancé que ce n'est pas la peine de les écouter, je ne les écoute pas. Mais je connais, dans cette diaspora camerounaise, je connais dans le milieu camerounais, des gens qui prennent le temps de réfléchir. Kwalai Mbika dit que, et je le résume, il dit que mais la vérité, là, elle se trouve des deux côtés dans cette histoire. Même nous, qui nous battons pour voter en octobre 2025 pour le président Maurice Kamto, on sait très bien que Paul Biya va truquer. Mais peut-être que c'est précisément la frustration de ce trucage qui va déclencher ce que le prof Niamsi est en train de dire, à savoir la mobilisation de la révolution populaire. Voilà ce que Kwalai Mbika dit. Ça, c'est un raisonnement. Mais la limite de ce raisonnement, c'est que quand vous ne rassemblez pas sur des bases larges et que vous vous retrouviez confronté à l'ennemi, vous affrontez l'ennemi avec vos micro-troupes et vous perdez. Si vous menez un combat en cherchant, en ayant la patience de construire des bases larges, lorsque vous affronterez l'ennemi, vous êtes sûr de gagner. La méthode qui consiste à dire, allons d'abord dans l'entonnoir de l'ECAM, mettons notre tête dedans, on appuie. Quand on va sortir notre tête de l'entonnoir de l'ECAM, comme on sait qu'ils vont truquer, là, on va s'énerver. Mais on va s'énerver pour une seule personne, dont les votes auront été volés. C'est ça, non? Mais pour les personnes qui ont été exclues des listes électorales, qui s'énervent? Pour les personnes qui peut-être auraient voulu être candidates et qui ne l'ont pas été, qui s'énervent? Et pourquoi voulez-vous que des personnes qui sont exclues des listes électorales et qui n'ont pas été mises au cœur du plaidoyer, pourquoi vous voulez que ces personnes-là s'époumonent dans une bataille pour que quelqu'un, lui, il bénéficie de leur absence du jeu électoral? Donc voilà un débat. Si on avait une tradition de débat politique apaisé, de débat politique fraternel, de débat politique solidaire, mais qu'est-ce qu'on ferait? On ferait une espèce de forum, je ne sais pas, à Paris, à Bruxelles, etc. Des militants, des cadres du MRC viendraient, du SDF viendraient, de l'UPC, en tout cas celle qui résiste au pouvoir, viendraient, la société civile viendrait et on discuterait des avantages et des inconvénients de chacun des scénarios. Mais on est dans une situation où, dès que quelqu'un n'a pas la même opinion que le président du principal parti d'opposition, mais ces militants sortent pour lui annoncer qu'il sera pendu au écoute, qu'il n'aurait jamais dû parler. Moi, est-ce que vous savez à qui vous dites ça? Paul Biya n'a pas pu m'empêcher de parler. Ouattara Draman, des gens parmi les plus méchants de la terre. Vous êtes plus méchant que Ouattara Draman? Ouais, Balok Pékin. J'ai eu pitié de mon pays natal au Cameroun quand j'ai vu la réaction de mes frères et amis de l'opposition face à la contradiction.
Je dis ici à Mondo Vision que même la réaction du leader, le président Kamto, elle est décevante. Elle est décevante. Moi, si j'étais à sa place, j'entends un point de vue de quelqu'un que je connais et qui estime qu'il ne partage pas les mêmes opinions sur la stratégie et la tactique. Bon, mais il sait comment me trouver, non? Moi, le président Kamto, je suis par alliance membre de sa famille. Son petit frère, mon ami, il connaît la maison ici. On peut discuter. Ou on peut même organiser une discussion. On peut dire, bon, organisons une discussion où chacun va donner les arguments et je crois que cette discussion va améliorer la compréhension des choses. Mais vous laissez vos militants menacer les gens, insulter les gens. Je vois même certaines qui se promenaient à poil à une certaine époque-là, qui elles aussi se consacrent à me parler. Est-ce que moi, je vous ai... Est-ce que vous là, je vais vous répondre pour vous dire quoi? Ah bah ça, on dit même Bibi Loué. De quel côté je vais vous frapper et puis ça va même être intéressant. Quand je vous regarde, je ne vois pas. Alors, le débat, il doit être politique au Cameroun. Et dans l'opposition, il doit y avoir un débat politique. J'appelle les partisans de Elekam Biya, c'est-à-dire ceux qui croient que Elekam va nous donner un résultat démocratique, je les appelle à argumenter. Moi, je suis anti-Elekam Biya. Je veux que le régime de M. Paul Biya soit démantelé. Et comment? Par une mobilisation de millions de Camerounais qui va obliger à l'organisation d'une transition vers de véritables élections. Voilà ma méthode. Je ne m'en cache pas. Je le dis ici. Et partout où je vais rencontrer mes frères et sœurs camerounais, même mes meilleurs amis, mes proches. Mais écoutez, j'ai mes amis, j'ai mes frères dans l'opposition et dans tous les partis, et notamment dans le MRC. Ce que je suis en train de dire là, je leur ai souvent dit que pour 2025, n'y comptez pas, on ne va pas recommencer les histoires de 2018. On ne va pas recommencer à y aller comme ça. Ensuite, on se fait tondre. Quand on a fini de se faire tondre, on dit, oh, mobilisons-nous pour ça. Non. Là, l'erreur qu'il faut commettre, qu'il ne faut pas commettre, c'est de réduire la mobilisation à la défense de l'élection de quelqu'un. Non, la mobilisation doit commencer dans la défense de nos droits à tous. On doit tous s'imposer de défendre nos droits à tous. Les conditions de compétition électorale étant ouvertes, chacun pourra faire valoir sa différence. En Côte d'Ivoire, nous nous battons pour ça. Si la Côte d'Ivoire est bloquée, est-ce que vous savez pourquoi? La Côte d'Ivoire est politiquement bloquée parce que toutes les solutions politiques qui ont été trouvées depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant supposent toujours l'exclusion d'une partie de la classe politique et de la population. En 1993, la guerre successorale entre Bédié et Ouattara, elle aboutit à l'exclusion de Ouattara. Ouattara s'en va, Bédié reste. 1995, Bédié et Gbagbo s'associent. Dans le cadre, Gbagbo et Ouattara s'associent dans le cadre du Front républicain pour affronter Bédié. Ils échouent. Gbagbo reste, Ouattara fuit. 1999, Ouattara et Gueye Robert s'associent. Ils font tomber Bédié. Et ils cherchent à exclure Gbagbo. Gbagbo se bat, il entre. Ouattara et Bédié sont exclus. On arrive maintenant en 2010. Gbagbo et Ouattara s'affrontent. Bédié s'associe avec Ouattara. Guillaume Soro s'associe avec Ouattara. Et il vainc Gbagbo avec l'appui de la France et de l'ONU. Le pays entre dans la crise jusqu'aujourd'hui. Alors en 2015, il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Ouattara en 2015 est en roue libre. Il se fait élire en 2015. Il croit qu'il est vraiment super président. Alors qu'il n'y avait juste pas la concurrence. On arrive en 2020. Ouattara fait tout pour que Soro soit exclu, Gbagbo soit exclu. À cause de ça, Bédié refuse de participer parce qu'il ne veut pas entériner une mascarade. La Côte d'Ivoire, depuis 2020, est gouvernée par quelqu'un qui a été élu sur un demi-pied. Et voilà pourquoi c'est un pays en crise politique chronique. Et l'attitude que l'opposition a actuellement, et notamment les militants, et le leader du principal parti d'opposition, est de nature à pérenniser la crise politique au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire que les conditions n'ont pas été réunies, tu n'es pas légitime. Quand toi, tu as été élu, j'étais exclu. Donc, j'attends quand je serai inclus. Et là, je vais reconnaître l'élection. Lui aussi va arriver. Il va dire, oh, j'exclus tel.
Quand tu l'exclus, lui aussi, il sort du système. Il dit que tant que lui n'est pas inclus, le système n'est pas légitime. Le système politique ivoirien est devenu progressivement vide de sens parce qu'il a fonctionné comme une machine à exclure systématiquement une partie de son électorat et une partie de son leadership politique. C'est dans ça qu'on s'installe au Cameroun. Biya vole les élections. Biya organise les camps. Et à un moment donné, on considère normal qu'on ne connaisse pas les listes électorales du pays. On considère comme normal qu'il y ait 3 millions de citoyens qui soient exclus. On veut aller à l'élection dans ces conditions. Quand il faut boycotter, on ne boycotte pas. C'est là qu'il faut boycotter. Précisément une élection dans laquelle tu sais très bien que 3 millions de tes compatriotes sont exclus, tu n'as pas intérêt à y aller parce que de toutes les façons, ils sont libres de dire que ça ne les concerne pas. Eux, ils ont été exclus. Donc le Cameroun, en regardant juste l'histoire de la Côte d'Ivoire, que j'ai brossé rapidement, on sait très bien que ce qui va se passer en octobre ne va pas générer un gouvernement légitime. Je dis, il y a deux cas où ça ne génère pas un gouvernement légitime. Premier cas, le cas habituel, Paul Biya va truquer. Mais faisons une analyse par impossible. Imaginons qu'un opposant gagne. Le président Maurice Kamto ou le président, candidat de l'UPC, par exemple, Baebek. Imaginons qu'il gagne. Mais s'ils gagnent là, ils vont gouverner le pays avec quelle majorité? Une majorité étriquée. Ils vont se retrouver dans la situation de Laurent Gbagbo, justement en octobre 2000. Laurent Gbagbo gagne contre Gueye Robert en octobre 2000, mais c'est Gueye Robert. Il n'a pas gagné contre Bédier, il n'a pas gagné en octobre 2000 contre Ouattara Draman. Ce n'est pas la même chose que de gagner contre un militaire qui n'a même pas eu un an pour faire un parti politique. Et le président Gbagbo dit, j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Aller aux élections d'octobre 2025 dans les conditions de l'Ekambia, c'est aller vers des élections calamiteuses. Même à supposer que l'opposition les gagne, elles seront entachées en réalité d'illégitimité et d'illégalité. Et le régime politique camerounais demeurera en crise. Voilà pourquoi moi, je pense qu'il faut continuer le travail d'éducation citoyenne pour montrer aux Camerounais que nous sommes un seul peuple africain, que nous avons un seul ennemi, c'est le régime qui sert des intérêts anti-africains, en tout cas le régime qui déteste le peuple africain, qui n'aime pas le peuple africain. Nous avons à le combattre ensemble au Cameroun pour nous libérer. Voilà le chemin. Alors quand quelqu'un dit cela, même si vous n'êtes pas d'accord parce que vous pensez qu'il faut que tout le monde se groupe sur votre leader, mais ne décrétez pas, ne déterrez pas les haches de guerre. Parce que les haches de guerre, là, c'est ce qu'on appelle les anti-campagnes. Les haches de guerre sont des anti-campagnes. Qui va vous trouver sympathique si, à la moindre contradiction, vous voulez tuer? Qui va vous trouver sympathique? J'en ai même vu qui sont sortis sur les réseaux sociaux avec des armes en main. Vous pensez que c'est parce qu'on tient les armes en main qu'on peut, on peut faire la guerre? Non. Il faut réussir à convaincre les Camerounais de prendre le risque d'affronter ensemble la dictature dans leur propre intérêt bien compris. Dans notre propre intérêt bien compris de peuple, nous avons à affronter la dictature du Cameroun. Et il faut construire cette conviction. L'élection d'octobre ne résoudra pas la crise politique camerounaise. Toute Camerounaise, tout Camerounais véridique et sincère le savent. Ils le savent. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, qui peut gagner les élections au Cameroun? Paul Biya n'a jamais gagné. Si l'opposition gagne, je ne sais pas, le professeur Bayebek ou le professeur Kamto gagne, ce sera une victoire étriquée. Le régime ne sera pas légitime. Les coups d'État vont arriver. C'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. À peine installé en 2000. Décembre 2000, il y avait déjà coup d'État. Janvier 2001, il y avait déjà coup d'État. Septembre 2002, il y avait déjà coup d'État. 2004, il y avait coup d'État. 2010, il y avait coup d'État. Ça vient de quoi? C'est parce qu'un large consensus pour bâtir un pays pour tous n'a pas été obtenu. Il faut travailler pour cela. Il faut travailler pour ce large consensus des forces de l'opposition pour mettre fin au régime néocolonial. Et il faut, dans ce domaine-là, bien sûr, redoubler de génie, parce qu'en face, on a quand même affaire à des gens très coriaces qui vont continuer à utiliser la fibre ethnique, qui vont continuer à utiliser la fibre de la corruption, la fibre de l'intimidation pour nous diviser. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment rassurer ceux de mes frères et sœurs, les militants du MRC, qui ne sont pas contents que je ne partage pas
la ligne tactique ou stratégique du président Maurice Kamto. Mais je suis un Camerounais comme lui. Je suis un intellectuel comme lui. En tant que Camerounais, j'ai le droit d'avoir le point de vue que je veux. En tant qu'intellectuel, j'ai le droit d'avoir le point de vue que je veux. Et je veux un pays où les gens peuvent avoir des points de vue qu'ils veulent et qu'on leur foute la paix. Moi, je ne viens pas sur vos pages là surveiller vos points de vue. Vous n'avez pas remarqué. Je le dis à mes contempteurs là qui sont allés sur leur page, aller trop loin, détruire l'image de l'opposition camerounaise qui a été construite quand même par des luttes communes. Ils sont allés sur leur page, ils insultent. Ah, il est ceci. Ah, il a bu le sang des Ivoiriens avec Soro. Tout ça là. Ça va vous aider en quoi? Si vous ne saviez pas que j'avais bu le sang des Ivoiriens avec Soro, quand vous m'avez appelé pour vous aider, quand vous m'invitiez partout, vous ne saviez pas ça. Vous saviez, non? Donc, quand ça vous arrange, je n'ai pas bu le sang. Quand ça vous dérange, j'ai bu le sang. Hein? Les mêmes qui m'appellent grand prof, grand prof. Ah non, 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 il n'a jamais été professeur à l'université. C'est un petit professeur de lycée. Est-ce qu'il a même le doctorat? Vous dites ça pour donner quoi? Rassembler les forces de l'opposition? Vous allez rassembler l'opposition avec ça? Non, au contraire. Vous êtes devenu ridicule. On sait que vous n'avez pas le niveau. C'est un problème de niveau. Le niveau. C'est le niveau. Chez nous, on dit chopun kapun. Faire le mal aux gens, ce n'est pas bien. Faire le mal aux gens, cadeau, ce n'est pas bien. Chopun kapun. Chopun kapun. Si je ne suis pas d'accord avec toi sur quelque chose qui est de notre intérêt commun, tu notes mon point de vue. Et tu continues à faire ce que tu fais. Et moi, je continue à faire ce que je fais. Mais tu n'es pas obligé de gâter tout ce qu'il y a de bon entre nous. Pourquoi? Est-ce que le pays, là, appartient à quelqu'un? Non. Donc, attention. Je suis opposé à Elekam. Les élections de l'ECAM, je suis contre. J'appelle le peuple camerounais à se mobiliser pour reconquérir sa souveraineté et instaurer une transition permettant d'organiser de vraies élections. Voilà. Moi, je travaille dans ce créneau. Vous travaillez dans votre créneau. Voilà. Vous pouvez rassembler de l'argent pour les élections de l'ECAM. Ça, c'est votre problème. Moi, je pense que les Camerounais doivent s'organiser pour manifester en masse afin d'obtenir un nouveau système politique que j'appelle la nouvelle République fédérale du 21e siècle camerounais. Et maintenant, je conclus ce sujet-là parce que je voulais vraiment parler aux Camerounaises et aux Camerounais de façon détendue en leur disant d'arrêter de se faire peur, de s'effrayer tout seul. Vous vous effrayez pourquoi? On est dehors ici en 2025. Tout ce que je suis en train de dire là, vous allez voir. En octobre 2025, on sera tous rassemblés pour la révolution. Mais moi, j'aurais appelé à la révolution avant. C'est la différence. Avec ceux qui appellent à Elekam. Ceux qui croient en Elekam Biala. Quand on sera en octobre là-bas, on sera tous ensemble dans les rues de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Yaoundé, etc. On sera ensemble. On va tous appeler à la révolution parce que Paul Biya va voler l'élection, n'est-ce pas? Quand on va tous appeler à la révolution, souvenez-vous de ceci. Quand vous allez me voir, vous allez dire, hé, grand prof, tu avais raison. Chicho, je t'ai insulté pour rien. Pardon, ouais, papa grand force. La Kisemba. Ouais, manque je connais les Camerounais. Ils aiment toujours apprendre en retard quand ça ne sert plus à rien. Ah non, tu avais raison. Ouais, on s'est retrouvé dans les mots d'ordre révolutionnaires maintenant. Oui, oui, oui. Moi, je dis, on doit travailler à expliquer aux Camerounais que la révolution doit avoir lieu avant les élections. La révolution ne peut pas avoir lieu après les élections. Parce qu'après les élections, le mot d'ordre sera restreint. Luttons pour que tel qui a gagné soit président. Mais bon, moi, je ne suis pas candidat. Moi, je ne suis pas électeur. Bon, comment tu fais que je lutte dedans même? Or, si nous nous entendons pour lutter afin d'obtenir un changement systémique et organiser des élections, ah mais même s'il y a des soi-disant élections en octobre, la mobilisation qui va commencer, on va commencer à travailler sur cette mobilisation-là maintenant. Là. Non,
en octobre, même, peut-être qu'on ne va même pas arriver en octobre. Donc, je suis, moi, pour l'anticipation de la révolution citoyenne. Je ne pense pas que la révolution citoyenne sera beaucoup plus forte après la fraude. Parce que l'électorat est restreint et que la fraude va, en fait, spolier les droits d'une partie de l'opposition et une partie seulement du peuple. Il nous faut, au contraire, penser en un seul et même peuple dès maintenant et apprendre à nous défendre comme tel. Apprendre à faire peuple. C'est mon enseignement. Et je réitère à mes amis et frères du MRC une invitation à baisser le ton. N'essayez pas de faire comme si, dans la diaspora ici, vous êtes les gars les plus méchants, les filles les plus effrayantes, etc. Ce n'est pas vrai. Nous, on était en diaspora ici avant la naissance du MRC. Vous comprenez? On était ici. Les manifestations, là, on a fait ça avant toute la classe politique actuelle des diasporas. Par exemple, de notre MRC national. On a fait les manifs. Demandez à ceux qui ont plus de 50 ans et qui étaient ici au début des années 2000, ici en France, en Europe. Demandez-leur qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc, il faut vous calmer. J'ai observé un temps de silence pour observer, etc. Calmez-vous. Le gros de la bataille, c'est la révolution. Vous montez, vous descendez. On va tous se retrouver pour un seul objectif, déloger le régime criminel. Vous pensez que c'est après octobre. OK, allez-y. Allez-y faire votre élecam. Moi, je pense que ce n'est que de ça que je dois parler maintenant, tous les jours. Maintenant, tous les jours. Je dois expliquer que Marwa, Garoua, Gaoundéré, Bamenda, Bouéa, sortez, soyez prêts. Associations, jeunes, revendiquez. Ceux qui sont exclus des listes électorales, justement, hein, dans les diasporas, il faut se battre pour changer le système. Même si on prend vos noms, on va fabriquer 10 noms sur votre nom pour truquer les élections. Le système doit être changé. Le système doit être changé. Voilà ce que je voulais dire sur le Cameroun. Alors donc, et puis il faut faire preuve de modestie. Et il faut regarder les gens auxquels vous avez affaire quand vous ouvrez vos bouches. Il faut vous demander si vous avez fait le quart de ce qu'ils ont fait. Et si vous savez le quart de ce qu'ils savent. Si vous avez le quart de leur expérience et le quart de leur notoriété avant d'ouvrir votre bouche. Avant d'ouvrir la bouche, vérifie si tu as des dents dedans. Voilà la vérité. Alors donc, vraiment, j'appelle l'opposition camerounaise à assumer ces options. Ceux qui sont pour les élections de l'ECAM, mais on ne les empêchera pas d'y aller. Vraiment, moi, est-ce que je suis là-bas? On ne les empêchera pas d'y aller, mais je sais que nous nous retrouverons au carrefour de la révolution. Ça ne va pas durer, ça ne va pas quelque part. On connaît le Cameroun. On va se retrouver. Mais méfiez-vous parce que je fais cette conférence comme ça pour bien l'enregistrer, télécharger. Quand ça va arriver, je vais sortir ça. Je vais dire, voici ce que je disais le 5 février 2025. Je disais que au plus tard en octobre 2025, tous les militants du MRC me rejoindraient sur le thème fondamental de l'insurrection citoyenne populaire. Ils ont eu besoin de 8 mois pour comprendre ça. Moi, je l'ai compris il y a 15 ans. Voilà la vérité. Sujet suivant. Je voudrais juste ici intervenir sur le cas de M. Kobena Adjoumani Kwasi en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, lors de l'un de ses nombreux meetings, où il est très en verve ces derniers temps en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a fait remarquer que la situation économique de la Côte d'Ivoire était compliquée en raison de la Digba dette, contractée par Alassane Dramane Ouattara sur le dos des générations futures. Le mot Digba, dans la langue ivoirienne, signifie ce qui est gros, ce qui est énorme. Digba, ça veut dire gros, énorme, hein, quelque chose de très lourd et de très pesant. Laurent Gbagbo parle de la Digba dette. Pourquoi? Parce que quand lui, il quittait le pouvoir en Côte d'Ivoire, il y avait environ 4 000 milliards de francs CFA maximum de dettes extérieures du pays. Mais actuellement, il y a plus de 30 000 milliards de dettes extérieures de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a multiplié la dette extérieure pratiquement par 7, par 8. Oui, presque par 8. La dette extérieure de la Côte d'Ivoire.
Et Alassane Ouattara est le chef d'État qui a augmenté d'une manière sauvage son budget de souveraineté. Il se sert à grosses mains dans les fonds publics ivoiriens, lui et sa famille. Bon. Le président Gbagbo dit que l'un des problèmes que la Côte d'Ivoire va avoir pour se redresser, c'est qu'il lui faudra affronter la Digba dette, c'est-à-dire l'immense dette, la dette écrasante, qui littéralement étouffe les capacités d'investissement du pays et brade le pays au capitalisme étranger, aux multinationales étrangères. Et c'est quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans qui parle. Voilà qu'un individu aux couleurs changeantes, variables en fonction des moments de l'année, abonné à toutes sortes de produits ghanéens, parce qu'il a honte d'être noir, Adjoumani Kobenan Kwasi, alias Marie-Claire, alias l'individu caméléonique, il sort pour se moquer du président Laurent Gbagbo au motif que celui-ci ferait preuve de manque de sérieux en utilisant l'expression Digba dette. Et qu'à côté de cela, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler, eh bien, croit-il toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Adjoumani, lui, il estime que Ouattara est sérieux et c'est le président Gbagbo qui n'est pas sérieux. Bon. Prenons les choses très simplement. Premièrement, est-ce qu'il y a, oui ou non, un surendettement accéléré de la Côte d'Ivoire sous Ouattara? Oui. Cela est reconnu même par la Banque mondiale, même par le FMI, sur leur site officiel. D'accord? Même quand le ministère français de l'économie résume les performances de son poulain ivoirien, ils disent qu'il y a une tendance au surendettement. C'est ce que disent les écritures même de la Banque de France, l'employeur principal de Ouattara Dramane. Bon. Donc, le président Gbagbo part d'un fait. En tant qu'historien, il se base ici sur ce qu'on appelle un empirisme, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut constater, l'augmentation, la multiplication par 7 de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Si Adjoumani estime que le président Gbagbo n'est pas sérieux, mais il devrait déjà démontrer que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais Adjoum, comme on l'appelle, c'est quelqu'un qui en réalité vous contredit sur la base de l'ignorance de votre argument. C'est-à-dire en fait se contredit en étant gai et heureux. Donc c'est quelqu'un qui en fait s'autocritique dans le vent. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais il ne sait même pas ce que toi-même tu as dit. Donc en fait il n'est pas d'accord avec lui-même. C'est un individu Don Quichotesque. Don Quichotesque. Don Quichotte est un personnage de Cervantes qui est spécialisé dans l'art de pédaler les moulins à vent. Les moulins à vent. Tu as déjà vu un vélo qui pédale dans l'air? C'est Adjoumani. Adjoumani, de tout son poids massif, est assis sur un vélo qui flotte dans l'air et il pédale. L'argument du président Gbagbo est basé sur le fait brut, constatable, à l'instant même. Tu vas sur Google, tu vérifies le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, tu vois que ça grimpe. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, ça grimpe, ça grimpe. En 2024, 2025, ça chauffe. Ouattara, même le fameux Jeannot Ahoussou Kouadio, un autre mouton de la Ouattari, est allé dire publiquement à Ouattara, monsieur le président, endetté, continuez à endetter. C'est-à-dire qu'Adjoumani ne se rend même pas compte que son camarade, Jeannot Ahoussou Kouadio du RHDP, reconnaît que Ouattara est un endetteur. Donc d'abord, d'un point de vue empirique, expérimental, élémentaire, Adjoumani n'est pas digne d'être ministre d'un gouvernement. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas les dossiers sur lesquels il intervient. Donc c'est quelqu'un qui pédale dans le vent. Hein? Alors, le vent, qu'est-ce que c'est? C'est le dieu Éole. Donc, en fait, Adjoumani est un pédalo éolien. C'est quelqu'un qui pédale dans le vent. C'est le pédalo éolien. C'est ce qu'il fait. Mais allons plus loin. Il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux. Parce que le président Laurent Gbagbo a utilisé un mot de la langue africaine. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, quand on utilise un mot de la langue africaine, le mot Digba, on n'est pas sérieux. Parce que Digba n'est pas un mot. Je me souviens d'une scène que je n'oublierai jamais. Dans mon enfance, on avait un écran de télévision et un de mes oncles était là et il y avait l'émission Chercher le mot. Chercher le mot au Cameroun était une émission animée entre autres par Dieudonné Tinepigui, l'un des plus brillants journalistes que le Cameroun ait jamais connu. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais je crois peut-être
il est passé de l'autre côté. Dieudonné Tinepigui. S'il n'est plus de ce monde, paix à son âme. S'il est dans ce monde, béni soit-il. Mais alors, on est en train de montrer l'émission, et puis à un moment donné, il y a un mot avec des lettres L, G, M, O, etc. Il y a un mot qui était là. Donc, nous, on a trouvé le mot logo. Logo. L-O-G-O. Ça existe en français, un logo. Hein, une effigie symbolique qui permet de reconnaître une personne ou une entité ou une institution. Un logo. Bon. Mais j'ai une maison qui était assis là. Lui, il ne nous a pas calculé. Il a dit logement. On s'est moqué de lui parce que logement est un mot bassa. C'est un nom bassa qui peut d'ailleurs fonctionner comme un nom commun. Il a dit logement. Alors, bien sûr que nous rigolâmes à la barbe de l'oncle parce que l'oncle ne maîtrisait pas beaucoup la langue française. Mais enfin, quand même, il maîtrisait mieux la langue bassa que nous. Rétrospectivement, j'ai eu honte d'avoir été de ceux qui ont rigolé de mon oncle parce qu'on était quand même à Bassa en train de regarder la télé dans une famille où on parle Bassa et un Bassa dit que lui, il a reconnu un mot Bassa, on lui dit que non, ça n'existe pas. On dit Nyandom, Nyandom. Non, 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 non. Ici, on est en français, c'est en français. Est-ce qu'on était en France? Est-ce qu'on était en France? Rétrospectivement, il avait raison. Chercher le mot. N'avait jamais mentionné ceci. Ne trouvez que les mots français. C'était pas marqué sur l'émission. On dit chercher le mot. Donc, si tu trouves un mot, quelle que soit la langue que tu maîtrises, tu as trouvé un mot. Vous voyez, dans les pays colonisés, on est allé jusqu'à chasser les langues nationales des jeux de télévision. Au point que quand vous vous mettez devant la télévision, vous devez vous acculturer. Et c'est à ce jeu que joue, eh bien, Adjoumani, qui, là, pour le coup, brille vraiment par son ignorance crasse de l'importance de la référence à la langue du pays dans lequel on est. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au Parlement européen à Bruxelles. Il n'est pas à l'Assemblée générale des Nations unies. Il est quelque part à Abidjan, quelque part en Côte d'Ivoire, devant un public ivoirien, auquel il veut faire passer l'idée de l'incongruité de la dette contractée par Alassane Dramane Ouattara sur le dos des générations futures. Il utilise un concept légitime, imbibé dans la pratique de la langue locale, et qui peut même d'ailleurs être ce qu'on appelle un ivoirisme dans la langue française. Il dit la digba dette. Qui n'a pas compris? Toute personne qui vit là en Côte d'Ivoire sait ce que c'est qu'une digba dette. Alors que s'il avait dit la dette faramineuse, s'il avait dit la dette hyperbolique, mais les Ivoiriens auraient même pu se sentir insultés. Que, ah, président, ton français là, ça devient un peu trop lisse. Hyperbolique, tout ça là, on ne comprend rien dedans. Il s'adresse à son peuple, Laurent Gbagbo. En communiquant politique, il dit la digba dette. Tout le monde sait ce qu'on appelle digba. Hein? Et digba, ça rappelle un beignet que nous avons en Côte d'Ivoire, que nous, on aimait beaucoup au campus parce que ça peut se partager entre amis. Chacun attrape un côté et puis on se sert. C'est le guédegba. Et le guédegba, c'est un gros beignet qui avait une histoire aussi liée au mollet de l'un des plus grands joueurs de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui était particulièrement musclé. C'est comme ça que ce beignet a pris ce nom. On a regardé les mollets de Guédegba qui jouait à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a donné son nom à un beignet. Et le beignet là, était tellement gros que vous pouvez même mettre 3. Vous le partagez, chacun attrape son côté, puis ça, vous déchirez ça. Et chacun a quelque chose. Guédegba. Mais pourquoi voulez-vous que j'appelle autrement un Guédegba? Un Guédegba est un Guédegba. Digba, c'est Digba. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas établi dans le monde de la connaissance? C'est quand même un docteur de l'université, Laurent Gbagbo. C'est un professeur de formation, c'est un chercheur, historien. Est-ce qu'Adjoumani peut poser son CV à côté de celui du président Laurent Gbagbo pour oser dire que lui, il est un plaisantin, il n'est pas sérieux? Adjoumani, les classes où Laurent Gbagbo est arrivé là, toi tu es arrivé là-bas. Mais vraiment, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment tombée, quoi. Laurent Gbagbo est historien, chercheur, docteur de l'université. Il a étudié dans l'université de Côte d'Ivoire et dans des universités européennes. Il a formé des générations.
Et il s'exprime mieux en langue française, bien sûr, qu'Adjoumani, connu pour avoir partout des obstacles quand il essaie de circuler dans la langue de Vaugelas et de Molière. Et c'est cet Adjoumani qui éructe, qui s'esclave et qui s'hypostasie quand le président Laurent Gbagbo est en train de parler. Non, je n'ai pas aimé ça. Et je voulais lui dire que c'est lui qui n'est pas sérieux. À deux points de vue, à deux titres, à double titre, il n'est pas sérieux. Un, parce qu'il n'a pas fait face à l'argument fondamental, l'état de la dette. Et de deux, il ne s'est pas rendu compte que la parole politique, eh bien, elle s'explique en fonction de son contexte. Il faut contextualiser la parole. Et à ce moment, on comprend pourquoi tel idiome, on comprend pourquoi tel concept, on comprend pourquoi telle image sont employées. Et Adjoumani, qui prétend avoir été professeur de français au collège, mais il devrait y retourner, apprendre ce que c'est la différence entre la dénotation et la connotation. Là, le président Laurent Gbagbo fait un usage d'une connotation dans un contexte où il est bien compris. Donc, du point de vue de la communication politique, il est infiniment supérieur à Adjoumani parce que Laurent Gbagbo sait parler la langue de son public. Il aurait devant lui des diplomates. Il leur parlerait la langue diplomatique. Il serait dans un cénacle international. Il parlerait la langue du cénacle international. Il est dans un meeting populaire. Il parle la langue populaire. Ça s'appelle la modulation connotative. Adjoumani, revenez là. Revenez nous voir. Avec le professeur Gbagbo, on va vous reformer. Ça ne va pas là. C'est pas parce qu'on devient ministre qu'il faut arrêter d'apprendre. Hein. Donc le président Gbagbo, en fait, a pleinement atteint ses objectifs. D'autant plus que le concept de Digba dette est rentré dans l'opinion. Oui ou non? Alors que les critiques d'Adjoumani, elles sont aujourd'hui un motif suffisant pour que tout le monde se moque de lui. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour ma part, la Digba dette d'Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs, nous allons introduire le concept de Digba dette dans le lexique politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce qu'en fait, les Digba endetteurs, ce sont bien souvent les chefs d'État néocolonisés, les vassaux et les valets de l'impérialisme international. Nous allons donc donner au concept gbagboyen de Digba dette toute sa dignité épistémologique. N'en déplaise aux bousilleurs comme Kobena Kwasi Adjoumani, alias Marie-Claire, l'homme qui a violé la cathédrale Saint-Paul pour faire plaisir aux satrapes reptiliens venus de Sendou. Non, je n'ai pas aimé ça. Adjoumani qui veut donner des leçons, de lexique et de langage. Mais ça, c'est grave, hein? Adjoum. Bon, on va avancer. Quel est le point suivant de notre conversation? C'est bientôt fini. L'Afrique est la bonne vraiment de mystère. Alors, le président Guillaume Kibafori Soro, dans sa dernière intervention, a avancé une idée audacieuse. Et j'ai cru voir que non seulement il a touché certaines personnes, mais d'autres se sont moqués en pensant que c'était juste une proposition, une promesse politique de plus. Il a dit ceci. Si lui, Guillaume Soro, et notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, arrive au pouvoir, nous signons l'engagement, nous nous engageons à dire que si nous sommes malades en Côte d'Ivoire, nous nous soignerons en Côte d'Ivoire. Le président de la République élu de l'avenir, Guillaume Kibafori Soro, et tous les membres de son gouvernement, tous les hauts responsables du régime dont il serait le président de la République, vont s'engager au moment d'être nommés à se soigner en Côte d'Ivoire. Écoutez bien la profondeur de cet engagement. Pourquoi Guillaume Soro choisit-il cela? Mais il ne choisit pas cela simplement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il choisit cela pour imposer à ses compagnons que nous sommes de rendre le meilleur service possible au peuple ivoirien. Quand ce sera possible? Parce que si nous ne savons pas que nos propres vies dépendent de la qualité du service public que nous rendons au peuple,
nous aurons tendance à négliger la qualité du service public. Si tes enfants ne vont pas dans les écoles publiques, si tes enfants ne vont pas dans les lycées et collèges publics, si tes enfants ne vont pas dans les universités publiques, et que tu es professeur, que tu es par exemple ministre de l'Éducation nationale, que tu es ministre de l'enseignement, en fait, par là même, tu viens de disqualifier ton propre travail. Si tu es incapable d'envoyer tes propres enfants dans les écoles du système dont tu es ministre, c'est que tu reconnais que tu ne fais pas correctement ton travail de ministre. Donc, la stratégie du président Guillaume Soro, en fait, c'est une stratégie de mobilisation et c'est un avertissement lancé à ses compagnons que nous sommes. À savoir, on sera tellement obligé de transformer la Côte d'Ivoire que notre longévité en dépendra. Notre longévité individuelle. Parce que si tu dis, ah, président Guillaume Soro, je veux t'accompagner. Ah, si tu me prends, je ne sais pas, comme ton conseiller, par exemple, à la présidence de la République, je veux bien. Si je n'ai pas eu d'autres engagements, je veux bien. Tant que tu es son conseiller, tu te soignes en Côte d'Ivoire. Tu signes ça. Il te donne le papier. Tu signes. Tant que tu es mon conseiller, tant que tu es mon ministre, tant que tu es, tu es député de mon parti, tant que tu te soignes en Côte d'Ivoire. Alors, ça va obliger toute une génération de dirigeants ivoiriens à faire quoi? Mais à tout faire pour que l'hôpital public ivoirien soit le meilleur. Imaginez que Guillaume Soro arrive en 2025 au pouvoir et que nous signons cet engagement aux côtés du président Guillaume Soro devant le peuple ivoirien. Qui n'a pas intérêt à ce que le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, que des CHU poussent partout, à Divo, à Ferké, qui n'a pas intérêt à ce que les meilleurs hôpitaux, les meilleures cliniques, les meilleures pharmacies germent en Côte d'Ivoire? Mais tous ceux qui sont au gouvernement ont intérêt, parce que s'ils sont malades et que tout ça n'est pas réuni, ils clament. Et au suivant. Mais quand on dit ces choses-là, les gens pensent que ce sont juste des promesses de campagne. Mais Guillaume Soro est un homme extrêmement courageux. Ça, au moins, les gens le savent, non? Est-ce que Guillaume Soro est un homme capable de risquer sa vie? Oui. Mais quelqu'un qui peut risquer sa vie sous les balles ne peut pas risquer sa vie en disant je vais construire des hôpitaux dans mon pays dans lesquels je me soigne. Guillaume Soro peut le plus, il peut le moins. Je vous invite à prendre très au sérieux. Ça, c'est un marqueur important. Et vous allez voir maintenant, les concurrents du président Guillaume Kibafori Soro, notamment du RHDP, etc., vont commencer à mentir qu'eux aussi, ils s'engagent à se soigner en Côte d'Ivoire. Mais le grand Chris Yapi nous informe que Ouattara Draman et son frère sont en train de se faire rafistoler ici en France, non? Voilà quelqu'un qui est là depuis 2010-2011. On est en 2024, ça fait 13 ans à 14 ans de pouvoir. Il a été incapable de créer un pôle médical en Côte d'Ivoire dans lequel il puisse se soigner, lui et sa famille. Voilà. Non, donc je tiens à dire que très sérieusement, Génération Un Peuple Solidaire, notre mouvement ivoirien, n'a pas dit cela en vain. Le président Guillaume Soro fera ce qu'il dit. Il fera signer à toute personne qui participe à l'exercice du pouvoir avec lui en Côte d'Ivoire l'obligation de se soigner en Côte d'Ivoire. Et la preuve que ça marche, c'est que nous avons un pays voisin de la Côte d'Ivoire où ça se passe ainsi. Il y a un pays juste à côté de la Côte d'Ivoire. Si vous suivez bien l'actualité du Mali, vous vous souviendrez que il y a 2 ans, l'ancien premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, a été gravement malade. A-t-il été évacué de Bamako? Non. Il a été conduit dans l'une des meilleures cliniques de la place et il y a été soigné. Vous pensez que les membres du gouvernement malien qui sont là, ils ne tombent jamais malades? Ils tombent malades. Ils se soignent au Mali. Et tous les Africains qui m'écoutent à cette heure avancée de la nuit savent très bien que s'ils apprennent que le président Assimi Goïta est malade et qu'il a décidé d'aller se soigner aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Belgique ou même seulement en Turquie, on sait qu'il ne va pas revenir. Oui ou non? Cette question de l'autonomie du système sanitaire et de l'autonomie de soins des dirigeants politiques, mais c'est une question essentielle de sécurité des pays. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux ne sont pas souverains. Je recommence une deuxième fois. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux ne sont pas souverains. Une troisième fois. Les dirigeants politiques qui ne peuvent pas se soigner chez eux, là, ils ne sont pas souverains. Pourquoi? Mais parce que les pays dans lesquels ils vont se soigner ont droit de vie ou de mort sur eux et par conséquent un moyen de chantage. Je recommence l'explication. Les pays
dans lesquels ils vont se soigner, ayant droit de vie ou de mort sur eux, possèdent donc sur eux un moyen de chantage. Les dirigeants africains qui passent leur temps à venir à Paris se soigner viennent en réalité livrer leur secret médical aux autorités françaises. Oui ou non? Paul Biya, le dictateur de mon pays natal, 1, 2, 3, il est en Suisse. 1, 2, 3, il est en Allemagne. Mais ils ont tous un macabo là-bas. Ils ont tous un dossier médical là-bas. Et ils le tiennent grâce à ce dossier médical. Mieux, ces pays-là sont des pays dont vous ne pouvez pas revoir à la baisse les intérêts. Ces pays-là peuvent exploiter de manière asymétrique les richesses de votre pays, mais comme vous vous soignez chez eux, vous avez peur qu'ils vous euthanasient. Donc, vous ne touchez pas à leurs intérêts. Donc, des dirigeants qui sont obligés d'aller se soigner dans des pays étrangers sont par là même des vassaux. Écrivez. Tilana, écrivez ça. Les dirigeants politiques qui sont obligés d'aller se soigner dans les pays étrangers, alors qu'ils sont au pouvoir chez eux, sont par là même des vassaux. Parce que l'acte même par lequel tu confies ta chair à un État étranger, alors que tu es chef d'un État, est un acte d'inféodation et de vassalisation. Donc, je salue la fierté du Burkina Faso, du Niger et du Mali dans cette affaire. Les dirigeants de ces 3 pays montrent le chemin à tous les futurs dirigeants africains. Ils montrent que cela est possible. Les présidents Goïta, Tiani, Traoré se soignent chez eux. S'ils ont un palud, c'est chez eux. S'ils ont mal à la tête, les docteurs sont là. Écrivez ça. Alors, le président Guillaume Soro est un homme courageux. Et je vous invite à constater que la promesse qu'il a faite est une dette qu'il tiendra. Si le peuple de Côte d'Ivoire lui confie ses rênes, Guillaume Soro se soignera avec tous ses compagnons, essentiellement en Côte d'Ivoire. Parce que, de toute façon, c'est la condition pour faire progresser le système de santé en Côte d'Ivoire. Je passe, pratiquement à l'avant-dernier sujet de cette émission. Nous allons parler, du Congo. Alors, tout le monde sait que la République démocratique du Congo est attaquée par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste rwandaise de Paul Kagame, qui tantôt s'appelle M23, tantôt ce sont les Rwandan Defense Force. Bon. Tout le monde sait que Kagame et le Rwanda, avec leurs 26 000 km², leurs 13 millions de gens, ne sont pas si puissants que cela. Mais leur puissance leur vient de l'aide de l'Union européenne, de l'aide du Royaume-Uni, de l'aide des États-Unis, qui les financent et qui les arment. On sait aussi une troisième chose, c'est que Kagame et ses hordes de terroristes attaquent le Congo pour le piller. Parce que Kagame a passé un traité avec l'Union européenne pour exploiter les ressources du Congo au profit de l'Union européenne en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, il est couvert dans le pillage du Congo par son traité avec l'Union européenne et par la bienveillance globalement des impérialistes occidentaux. Ok, tout le monde le sait. Jusque-là, je ne vous apprends rien d'énorme. Mais il y a une grande question. Tout le monde sait encore quoi? Que l'invasion terroriste rwandaise en République démocratique du Congo s'arrêtera simplement lorsqu'il y aura 3 conditions remplies. Première condition, l'émergence d'un leadership révolutionnaire panafricaniste au Congo, qui reprendra le travail de Lumumba, de Moulele, de Laurent Désiré Kabila, là où il s'est arrêté. La deuxième condition, ce sont les alliances panafricanistes révolutionnaires sous-régionales entre la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Angola, la République démocratique du Congo avec le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, par exemple, avec le Burundi. Les alliances locales. Et puis, on sait qu'il y a un troisième niveau. La RDC ne sera pas capable de faire face au Rwanda et à l'Ouganda, c'est-à-dire à leur maître de l'OTAN, si la RDC n'a pas le soutien de la Russie, de la Chine et de l'ensemble des puissances du monde multipolaire, qu'on exacerbe souvent sous le concept des BRICS. Voilà la troisième condition. C'est clair comme l'eau de roche, maintenant dans la tête même du petit Congolais qui marche ce soir abandonné dans les rues de Goma. C'est clair comme l'eau de roche pour la femme qui, dans la nuit, avec son bébé au dos, cherche un endroit où dormir parce qu'elle a fui la terre de ses ancêtres
chassés par les terroristes de Kagame. Les Congolaises et les Congolais savent que sans changement de la doctrine géopolitique et géostratégique de leur pays, ce pays ne sera pas libéré. Bon. Mais le problème, c'est que même Tshisekedi le sait. On sait que Tshisekedi le sait. Quand on voit la débauche d'énergie qu'il a mise dans la diplomatie verbale, les déclarations tonitruantes que ces diplomates ont faites, on voit que Tshisekedi veut en réalité simplement obtenir un peu plus d'amour des mêmes parrains qu'il a, à savoir l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni. Il a les mêmes parrains que Kagame. Mais Tshisekedi a choisi comme stratégie de demander à être un peu plus aimé que Kagame. Il estime qu'il est le mal aimé et que Kagame est le chouchou. Tshisekedi voudrait simplement devenir le meilleur chouchou de l'impérialisme occidental. Or, ce n'est pas ça la solution. Tshisekedi sait très bien que c'est un changement d'alliance géostratégique, géopolitique, géotactique qui est la condition du début de la véritable libération du Congo. Mais pourquoi refuse-t-il? Je tiens à vous rappeler qu'au mois de mars 2024, la Russie avait publié un communiqué disant que la République démocratique du Congo l'avait approché pour signer un accord de coopération militaire et de coopération technique. À peine la Russie a-t-elle publié ce communiqué que tous les diplomates du ministère congolais des Affaires étrangères, sous les ordres de Tshisekedi lui-même mis sous pression par ses maîtres occidentaux, ils ont couru dans tous les médias publics, sur toutes les plateformes pour démentir le moindre contact avec la Russie pour des questions militaires. Est-ce que vous vous en souvenez? Quand en mars 2022, la Russie avait montré son intérêt pour aider la République démocratique du Congo à se définir une nouvelle tactique. Vous vous souvenez de ça? Tshisekedi et tous ses ministres ont couru sur tous les plateaux de télévision. Non, on n'a rien signé avec la Russie. Non, 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 non. En fait, ils ne s'adressaient pas aux Congolais. Tshisekedi et ses ministres s'adressaient à l'OTAN. Ils s'adressaient à ses maîtres occidentaux pour leur garantir qu'ils restaient dans l'enclos. Voilà le point de départ de Tshisekedi. Maintenant qu'il se rend compte que dans tous les cas, la solution est dans la diversification du partenariat géostratégique, il a un deuxième problème. C'est que, en dirigeant imprévoyant, il a sans doute gardé beaucoup de ses billes en Europe ou dans les paradis fiscaux occidentaux, Tshisekedi. Il se comporte comme quelqu'un qui est braqué. Il se comporte comme quelqu'un qui est sous chantage. Il se comporte comme quelqu'un qui craint qu'on lui fasse quelque chose qui est déjà prêt. Alors, ce n'est pas simplement que ce soit sa sécurité personnelle qui soit en jeu, mais je pense que c'est carrément la sécurité de sa fortune, quoi. Et de tout ce qu'il croit pouvoir laisser, peut-être dans le monde, à ses enfants. Tout cela est menacé, et ça fait que Tshisekedi est incapable de franchir le Rubicon du changement géopolitique et géostratégique. Il en est complètement incapable. Et puis la troisième raison pour laquelle il en est incapable, en dehors de ce chantage, en dehors de la peur de la colère de ses maîtres occidentaux, il y a le fait que Tshisekedi a honte de se remettre devant Poutine pour parler de ce dont il avait déjà parlé avec Poutine il y a 1 an. Et Poutine, sûrement, j'imagine la conversation, je n'étais pas là-bas, et Poutine a dû lui dire, mais monsieur Tshisekedi, vous battez pour libérer votre pays du Rwanda, mais vous savez bien que c'est l'Union européenne, les Américains, les Britanniques, Israël, etc., qui arment le Rwanda. Mais ce sont les mêmes qui sont vos partenaires et vos tuteurs, monsieur Tshisekedi. Comment vous pensez que une guerre qui a été organisée pour vous affaiblir ad vitam aeternam, comment pensez que ceux qui ont organisé cette guerre vont tout d'un coup, alors que cette guerre est en train de leur profiter du tonnerre, pourquoi pensez-vous qu'ils veuillent s'arrêter? Nous avons affaire à eux ici en Russie, dans le conflit russo-ukrainien. Nous les connaissons très bien depuis des décennies. Ces gens-là ne changeront jamais. Ils vivent de la déstabilisation du monde. Ça, Tshisekedi doit se souvenir que Poutine a dû le lui dire. Et son problème maintenant, c'est avec quelle honte il va venir se placer encore devant Poutine pour dire « Ah oui, en tout cas, monsieur le président, ce que vous aviez dit avant, vraiment, c'est vérifié. Ces gens-là, vraiment, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont constamment en train de faire... » En fait, Tshisekedi a honte. Il a honte. Et quand c'est comme ça, il faut penser à la souffrance du peuple congolais.
et simplement rendre une petite démission pour que des Congolaises et des Congolais qui sont capables de regarder Poutine en face, de regarder les Occidentaux en face, de regarder le monde en face, prennent la relève. Parce que c'est triste. Ils sont en train de tourner là, autour du pot, pendant que le peuple congolais continue à se mourir. Voilà, on avance vers la fin de notre émission. Ça on va être rapide là-dessus. C'est vraiment... il s'est passé un épisode très curieux, très cocasse au Tchad, lorsque a été annoncée la démission du Premier ministre Alla Maye Alina. Quand sa démission a été annoncée, j'ai vu sur les réseaux sociaux frémir de joie les partisans de M. Masra. Et je me suis étonné de la naïveté qui les caractérisait à ce moment-là. Pourquoi étaient-ils contents? Qu'est-ce qui les amusait? Beaucoup d'ailleurs ont veillé à m'envoyer rapidement l'annonce de la démission du Premier ministre Alla Maye Alina. Et d'autres ont pensé à m'envoyer les dernières photos montrant à M. Masra très heureux de participer à la cérémonie officielle de départ définitif des troupes françaises d'Afrique sous la présidence du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Les partisans de Masra m'ont envoyé ces deux éléments. Un, l'information que le Premier ministre Alla Maye Alina venait de démissionner. Ça, c'était d'un. Et de deux, ils m'ont donné les images de Masra assis à la tribune et de son arrivée d'ailleurs lors des cérémonies du 31 janvier 2025 à la base militaire anciennement française de N'Djamena et désormais tchadienne. Moi, j'ai été frappé donc par la naïveté, la candeur de ces gens. Parce que je savais que c'était un simple rituel républicain qui se passait au Tchad. Il y a eu des élections législatives amplement gagnées par le parti de M. Mahamat Idriss Déby Itno, d'autant plus que l'opposition, ou du moins ce qu'il en reste, avait boycotté. Le MPS de Mahamat Idriss Déby Itno avait roulé, bon, ils ont gagné leurs élections. Mais enfin, la grande question qui se pose, c'est ce vent d'optimisme qui a soufflé dans les troupes de Masra. Sur quoi se fondait-il? Qu'espérait-il? J'ai l'impression qu'il pensait qu'on avait enlevé Alla Maye Alini, qu'on l'avait enlevé parce qu'on voulait ramener Masra à la primature. Car dans la même séquence de temps, je me souviens que Masra a dit qu'il acceptait la main tendue du chef de l'État tchadien. Et quand on regardait bien la direction de sa main, elle pointait la primature du Tchad. Et puis certains partisans de Masra, imprudemment, sur les réseaux sociaux, se sont précipités à dire et écrire qu'il était de retour à la primature et que ce n'était qu'une question d'heure. Vers 21h, on annonce la démission du gouvernement Alla Maye Alini, ou Alina, Alla Maye Alina. On annonce la démission de son gouvernement, mais à 21h15, ils sont déjà sur tous les réseaux sociaux pour dire on vous avait dit. Et certains étaient venus se moquer de moi en disant ah, voilà, vous passez votre temps à critiquer notre leader. Voilà que le président Mahamat Idriss Déby Itno va sûrement encore le reconduire à son poste. On va voir ce qui va vous arriver. Bon, je leur ai dit que non, que j'ai même répondu inbox à quelques-uns de mes amis du Parti des transformateurs. J'ai quelques amis un peu partout là, dans ces partis-là. Je leur dis non, en fait, si vous écoutez bien jusqu'à minuit, il est probable que le Premier ministre sortant soit reconduit. Et ils me disent pourquoi? Je dis, mais parce qu'il a gagné les élections législatives. Ce qui arrive souvent, c'est quand le Premier ministre perd les élections, quand le gouvernement, le parti au pouvoir, perd les élections législatives, que la démission du Premier ministre, parfois, est accompagnée d'un remplacement. Parce que le président de la République utilise alors le Premier ministre comme un fusible qu'il fait sauter pour donner l'impression de reconnaître le message que le peuple lui a envoyé. D'accord? Mais dans le cas d'espèce, le MPS a tout raflé. Pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno va-t-il se débarrasser de Alla Maye Alina alors même que le type gagne? Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne comme ça? Le type a gagné et donc, en fait, de toutes les façons, sa démission était purement symbolique. J'ai dit ça à des amis en inbox et ils disent « Oh, n'importe quoi, c'est parce que tu es jaloux de notre patron. Tu vois que notre patron est de retour, ah, ça va être grave, hein, c'est un jour d'humiliation encore aujourd'hui. » J'ai dit « Hey,
Pendant que je disais, hé, on a entendu, bim, Alamaye Alina reconduit à son poste de Premier ministre. Mais mes amis là ont disparu. Je leur ai écrit depuis hier. Personne n'a répondu. Ils sont tombés en brousse. On peut faire ça. J'ai dit en inbox, hein, mes amis à moi, quelques transformateurs, qui m'avaient juré leurs grands yeux que vraiment, leur champion va retourner à la primature. Je dis non, il ne va pas retourner là-bas. Parce que le monsieur qui est à la primature, au moins, a gagné l'élection législative. Donc, normalement, ce n'est pas maintenant que le président Déby va l'enlever. S'il veut l'enlever, ça va être plus tard. Mais là, il va le reconduire. Bon, nous, on est assis ici. On vous dit ce qui va se passer là-bas. Ce n'est pas que j'ai le secret des dieux. Encore que, dans le cas d'espèce, j'ai juste fait une analyse. Comment on va virer un premier ministre gagnant? Il a gagné. On le reconduit. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, les partisans de Masra Succès, d'être d'accord avec moi qu'il doit prendre une retraite politique. Parce que, en fait, il ne comprend pas la politique. Et il vaudrait mieux qu'il prenne du recul, qu'il se consacre à autre chose, le temps de se renouveler l'esprit. Parce que, à l'allure où ça va là au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno va rendre l'enfant d'autrui fou. Parce que le gars, il a cru. Hein. Il avait cru. La manière dont il marchait fièrement le 31, là, et comment il commençait à écrire des messages laudateurs à Mahamat Idriss Déby Itno sur ses pages. J'ai dit, mais le gars, il croit qu'il va être nommé. Mais s'il croit qu'il va être nommé, ça veut dire qu'il continue à sous-estimer l'intelligence du monsieur qui a été son patron et qu'il a roulé 3 fois dans la farine depuis 2021. 3 fois, il a baigné dans la farine. Oh, non. Donc, vraiment, je renouvelle ma petite proposition au président Mahamat Idriss Déby Itno. Il faut lui proposer un poste d'ambassadeur au Groenland. Groenland. Il aille là-bas. Il fait tellement froid, il fait nuit 6 mois là-bas dans l'année. Il aura le temps de se calmer. Parce que vraiment, le monsieur doit se calmer. Voilà. Eh bien, avant-dernier sujet. Avant-dernier sujet. La Croix-Rouge expulsée du Niger. La Croix-Rouge a été expulsée du Niger. La grande ONG, l'une des plus célèbres du monde entier, vient de connaître une retentissante humiliation. Les motifs avancés par les autorités nigériennes sont connus. Il n'y a qu'à se référer à la conférence donnée il y a quelques jours par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale, si je ne m'abuse, du Niger. Il avait expliqué que, après le départ des troupes officielles néocolonialistes et impérialistes, ils avaient commencé à toiletter les compagnies de sécurité et les sociétés de gardiennage, qui étaient en fait des refuges d'éléments armés au service d'intérêts étrangers. Ils ont commencé à toiletter ça. Mais qu'il faudrait que le toilettage continue vers les ONG et les associations. Ce propos a été tenu par le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, ministre d'État de l'Intérieur. Ce qui vient d'arriver à la Croix-Rouge n'est que l'application de cette politique. Et il est certain que les autorités nigériennes ont trouvé dans les activités de la Croix-Rouge des aspects subversifs. Derrière la Croix-Rouge se cachait, eh bien, probablement, j'étudierai davantage le dossier, de très graves menaces sur la sécurité du Niger. Alors, en attendant d'en savoir plus sur tous les contours de cette décision, je voudrais simplement ici saluer le courage des autorités nigériennes. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quelle autorité d'opposer une fin de non-recevoir à une ONG aussi puissante que la Croix-Rouge. Que nous montrent les dirigeants nigériens que là où ceux qui aiment leur peuple sont à la tête de leur peuple, eh bien, tout ce qui est bon pour le peuple est possible. Regardez le courage et le calme avec lequel les autorités nigériennes ont éconduit la Croix-Rouge de leur sol. Sans longue justification. Une fois que leurs lois et règlements n'ont pas été respectés, ils vous ferment. Et les lois et règlements en rapport avec leur légitime défense. Donc, je pense que le modèle nigérien devrait faire tache d'huile. Car ce que cette ONG faisait au Niger,
je suis prêt à parier que ce n'est pas tout à fait différent de ce qu'elle peut faire ailleurs. Si vous faites ça là-bas, c'est que vous faites ça ici. Si vous faites ça en haut, c'est que vous faites ça en bas. Si vous faites ça au milieu, c'est que vous faites ça à côté. Vive le Niger. C'est cette réaction que je voulais donner pour saluer vraiment une application de la doctrine de la vigilance dans ce pays. Le dernier sujet que je vous propose, c'est tout naturellement Donald Trump qui met fin au stade oral des dirigeants africains. Selon le grand psychanalyste autrichien Sigmund Freud, l'un des fondateurs de la psychanalyse, avec Carl Gustav Jung, quand l'être humain sort du ventre de sa mère à la maternité, il va connaître 3 stades d'évolution avant de devenir un adolescent et plus tard un adulte. La théorie freudienne parle du stade oral, du stade anal et du stade phallique. Au stade oral, l'enfant est caractérisé par le plaisir de la bouche. Il a tendance à ramener à sa bouche tout ce qu'il trouve en chemin. Donc l'enfant, littéralement, est vraiment organisé autour du goût par la langue de tout ce qu'il peut trouver. Vous allez observer que les petits bébés, eh bien, il attrape ce micro, il va le mettre dans sa bouche. Il attrape le coude de sa mère, il le met dans sa bouche. Il attrape le vêtement de sa mère, il met dans sa bouche. Il attrape une couche, il la met dans sa bouche. Quoi qu'il trouve, l'enfant a tendance à le rapporter à sa bouche. Freud appelle cela le stade oral. Or, ce stade oral, c'est un stade de dépendance, en fait, envers le sein maternel. C'est la période de la vie de l'enfant où le sein maternel est vraiment l'intermédiaire qui lui permet de retrouver la paix, la tranquillité. Quand il tète le sein de sa mère, il retrouve un équilibre. Il se sent en fusion avec l'univers tout entier. Le stade oral. Et Freud fait remarquer que l'enfant va devoir grandir parce que sa mère et son père, ses parents finissent par lui imposer un refoulement, un moment difficile, ce qui s'appelle le sevrage. Tu ne têteras plus ta mère. Oui, un jour arrive où elle ne te donne plus le sein. Et là, c'est le sevrage. Tu es obligé donc de refouler, d'être frustré de ton désir de téter ta mère, de boire le lait naturel qu'elle te donne. Plus tard, l'enfant va affronter un nouveau défi, c'est le défi de la propreté, savoir retenir ses urines et ses matières fécales, ses excréments. Ça s'appelle le stade anal, caractérisé par le développement de ce qu'on appelle la fonction sphinctérienne, c'est-à-dire les muscles qui permettent de contrôler la miction et la défécation. Les muscles qui permettent de contrôler l'émission de l'urine et l'émission des excréments. On apprend à l'enfant à les contrôler parce qu'on veut que l'enfant devienne propre. On se prépare à l'envoyer, vous le savez, dans les sociétés occidentales. Là, on approche déjà les 3 ans, on se prépare à l'envoyer à l'école. Bon. L'enfant va donc apprendre à retenir ses matières urinaires et fécales. C'est une nouvelle source de souffrance pour lui, mais c'est une source d'introduction à la vie sociale, puisque pour vivre en société, il faut être propre. Le 3e stade, c'est le stade phallique, quand l'enfant va découvrir qu'il est un petit garçon et qu'un petit garçon est différent d'une petite fille et que l'enfant va, selon Freud, développer une tendance à vouloir remplacer son père auprès de sa mère ou remplacer sa mère auprès de son père et que finalement, il va y avoir un choc à cet âge-là qu'on appelle le complexe d'Édipe ou d'Électre, quand le père va dire au petit garçon, mais cette femme, elle est à moi, toi, va dans ta chambre, je ne veux plus te voir dans notre chambre. Ou quand la mère va dire à la petite fille, mais cet homme, il est à moi, il n'est pas à toi, je ne veux plus te voir dans notre chambre. C'est la grande séparation de l'Édipe, qu'on appelle encore l'Électre. Alors, il y a tout un débat pour savoir si ça se passe comme ça partout, et c'est pas sûr que ça se passe comme ça partout, mais c'est comme ça que Freud explique, et il dit que quand un enfant a vécu ces 3 étapes-là correctement, le stade oral, le stade anal et le stade phallique, ce sera un adulte équilibré. Mais quand ça s'est très mal passé, ce sera un adulte déséquilibré. Alors, quand il est déséquilibré, il développe des maladies mentales légères, qu'on appelle des névroses. Et quand ça s'aggrave, ça devient des psychoses, c'est-à-dire des choses qui sont proches de ce qu'on appelle la folie, la démence, hein,
des crises maniaco-dépressives, etc. Bon, ça, c'est une petite lucarne sur la psychanalyse freudienne. Mais revenons au comportement des dirigeants africains envers les fonds d'aide des pays européens, des pays occidentaux, asiatiques, bref, des pays étrangers. Quelle est l'habitude des dirigeants africains? Il y a certains dirigeants qui ont pris l'habitude d'avoir la bouche ouverte, comme l'enfant au stade oral. Hein? Comme ça. Hein? Mettez seulement. On en connaît un dont nous avons parlé, le spécialiste de la Digba dette, le Digba endetteur, Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Tout son travail, c'est hein? Donnez-nous ça aussi. 18%, non, c'est pas grave. On va rembourser dans 50 ans. Donnez. Donc, il y a des dirigeants africains qui ont la bouche ouverte comme ça, sur l'aide étrangère. Et toute leur politique étrangère consiste à prendre un avion pour aller mendier des aides. Et ça contribue à donner de l'Afrique une image tellement triste. Une image de continent de mendiants. Voilà un autre qui se lève, Biya. Il a passé tout son temps à endetter le Cameroun. Endetté. L'endettement du Cameroun est comparable à celui de la Côte d'Ivoire. Un endettement exponentiel, aveugle. Monsieur s'en va à Washington et lui aussi dit « On nous prête l'argent avec des taux prohibitifs. » Son gros français là veut dire quoi, Paul Biya? Ça veut dire tout simplement qu'il est allé prendre de l'argent sur le dos des générations actuelles et futures du Cameroun en sachant très bien qu'il ne pourra pas rembourser. Prohibitif, un taux prohibitif, c'est-à-dire c'est un taux qu'il est interdit d'accepter. Parce que quand tu acceptes le taux là, tu t'es pendu tout seul. Tu t'es mis une corde au cou. Et que les crédits que des États prennent ressemblent au terrible crédit revolving, que j'appelle volontiers le crédit revolver. Et quand tu prends ce genre de crédit-là, c'est comme si tu te tirais une balle à la tête. Parce que ce sont des crédits qui sont donnés de telle façon que tu as besoin à un moment donné d'un autre crédit pour rembourser le crédit. Ensuite, tu as besoin d'un crédit pour rembourser le crédit, et tu te retrouves très vite en surendettement. Ce que veut le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres, c'est une Afrique dépendante de leurs institutions financières. Et le tour est joué. Ils mettent la main sur les matières premières. Donc, les dirigeants africains sont devenus très forts. Tout ce qui vient de USAID, ils sont dedans. Ils se battent pour être admis dans l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Certains ont même organisé des fêtes pour ça. Oh, on a gagné le PPTE. Vous avez gagné quoi? On nous a classé pays pauvres très endettés. Ouais, bravo, président. On te classe pays pauvres très endettés, tu organises une fête. Tu es normal. Est-ce que tu es normal? On te classe pays pauvre. Déjà, c'est une insulte à l'Afrique, qui est le continent le plus riche au monde. Mais on ajoute très endetté. C'est-à-dire, on te dit en fait, individu pendu, mais qui ne le sait pas. Pays pauvre très endetté, c'est un individu pendu qui ne le sait pas. Tu es déjà pendu. Tes pieds ne touchent plus le sol. Tu es le seul à ne pas le savoir. Seigneur. Ah non, l'Afrique souffre. Donc, ils ont pris l'habitude, quand ils vont aux États-Unis, de supplier le président américain de leur donner une ligne dans l'aide américaine, USAID. Quand ils viennent à Paris, il faut voir ce que Touadéra est venu faire ici, comment il nous a humiliés. On lui a donné 10 millions. Paris lui a donné à toute la République centrafricaine 10 millions d'euros d'aide française au développement. Touadéra est revenu avec ça aussi. Ils se lèvent, ils vont partout. Ouais, pardon. Alors, il y a un type qui vient de prendre le pouvoir aux États-Unis, il s'appelle Trump. Il n'aime pas les foutaises. Alors, lui, c'est un patriote nationaliste américain. Et puis, c'est un homme qui est imbu de lui-même parce qu'il a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Hein, il est fortuné. Et c'est quelqu'un qui croit, maintenant, dur comme fer, qu'il a une étoile parce qu'ils l'ont loupé, ils ont tiré dans son oreille. Comme ça n'a pas touché sa tête là, il se dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. J'ai un de mes enfants qui sait l'imiter. Quand on fera le téléphone rouge, le téléphone rouge que je prépare, je vais demander à mon fils qui sait imiter Donald Trump de faire Donald Trump dans le prochain téléphone rouge. Je vous dis, vous allez tomber. Mais le type, I am sure that I am at the head of United States with a precise mission. I have not a penny to give to those
gangsters of West Africa who kill their people for power. Let me say it straight. Vraiment, je suis en train d'apprendre Trump, mais j'ai vu mon fiston imiter Trump. J'ai failli tomber de ma chaise. Donc, c'est un monsieur, il n'y a que l'Amérique. Make America great again. Make America great again. Hein? Et puis, il a des gestes là. Je suis en train de travailler sur ces gestes. Let me say it straight. We want to make America great again. We have nothing else to do with any countries. If you are not useful for us, we will not help you. God will help who is helpful. Donald Trump, donc, il est dans le nationalisme, il est dans le patriotisme, il est dans l'entrepreneurialisme, il est même, quand il veut être raciste, il l'est ouvertement. Il est dans le suprémacisme blanc, il est dans le suprémacisme américain. C'est l'homme des excès. Le seul défaut qu'il n'a pas pour le moment, c'est qu'il ne dort pas en public comme son prédécesseur. Il ne dort pas en plein discours. Pour son âge, il est plutôt en forme, Donald Trump. Mais c'est un type qui n'a d'égard pour personne. Vous avez vu, il a augmenté les taxes de la Chine. Il a augmenté les taxes du Canada. Il va augmenter les taxes de l'Union européenne. Ce n'est pas son problème. Il voulait imposer au Mexique des conditions de taxes terribles. Le Mexique a dit, nous allons envoyer 10 000 soldats protéger la frontière entre les États-Unis et nous pour que les migrants n'entrent plus violemment aux États-Unis. Trump a dit, I give you 1 month without tax. 1 month. Just to see if you are very honest and serious. Oui, Trump a suspendu leur taxation d'1 mois. Et il a dit, parce que vous avez envoyé 10 000 soldats à votre frontière pour empêcher les migrants d'entrer sauvagement chez nous. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui négocie tout et il fait des bras de fer partout. Il menace même Poutine. If he don't negotiate, there will be sanctions. Let me be clear. There will be sanctions. En fait, Trump n'est pas seul dans sa tête, ça c'est sûr. Mais il y a un point important et qui est intéressant sur Trump, c'est qu'il ne veut pas flatter les dirigeants africains. Et ce point-là me plaît du tonnerre. Le fait que Trump ne veuille pas flatter les dirigeants africains fait que Trump joue le rôle de la mère dans le moment du sevrage, au stade oral de Freud. Beaucoup de dirigeants africains étaient au stade oral. Ils ne veulent même pas passer au stade anal et au stade phallique pour grandir. Beaucoup étaient bloqués au stade oral. Trump leur a enlevé le sein de la bouche. Il dit, vous ne téterez plus. Vous ne téterez plus. Vous apprendrez à aller chercher vous-même la nourriture solide. Trump est littéralement un accélérateur psychanalytique de libération. Et il commence son mandat à la tête des États-Unis comme Macron à la tête de la France. Il y a 2 manières de lire l'action de Macron. Première manière, vraiment, beaucoup de gaucherie, beaucoup de condescendance, de mépris, etc. Exactement comme Trump. Mais, côté positif de Macron, son comportement a accéléré les libérations africaines. Mais on peut appliquer le même raisonnement à Trump. Trump est impoli, imbuvable, ingérable, mais son comportement là, c'est intéressant parce que ça oblige l'Afrique à s'assumer. Si quelqu'un pouvait me donner le pouvoir d'influencer les idées de Trump, je l'influencerais pour qu'il coupe tout paiement à l'Afrique. Imaginons ce qui peut se passer si vraiment Trump ne veut rien donner du tout aux Africains. Il veut, si Trump devient de plus en plus dur envers les Africains, ça c'est très bien parce que ça permettra aux pays africains qui ont des bases militaires américaines de leur demander gentiment de partir, comme les Nigériens l'ont fait, comme les Tchadiens l'ont fait, comme les Sénégalais doivent le faire, comme les Gabonais doivent le faire, les Camerounais, les Équato-Guinéens, tout le monde, Yankee, go home. Mais il faut que Trump soit dur envers nous Africains pour que nous soyons suffisamment fermes pour nous libérer de la domination américaine. Écrivez ça. Tilana Yomi. C'est ce qu'on appelle la relation dialectique. Il faut que Trump là soit très dur envers nous, les Africains, pour que nous nous libérions de la domination américaine. C'est ça qui va donner la sortie des troupes impérialistes américaines du sol africain. C'est ça qui va donner, j'espère que vous vous en rendez compte, la fin de la suprématie du dollar en Afrique.
Parce que si nous sommes des shithole countries, si on est tous des pays de merde, mais voilà, on peut se passer du dollar, non? Qu'est-ce qu'un pays de merde fait avec le dollar? Prenez votre dollar. On est des pays de merde, prenez aussi vos crédits. On est des pays de merde, prenez votre Internet. On est des pays de merde, bon, allez chez vous. Donc, ce qui est très intéressant, paradoxalement, c'est qu'un dirigeant comme Donald Trump est un accélérateur paradoxal de libération des pays dominés. Nous, Africains, devons savoir jouer de cette grossièreté, jouer de cette dureté. Nous devons savoir jouer de cette indifférence, de ce cynisme. Nous devons transformer cela en une aubaine. Sur les livres de mathématiques de mon adolescence, un docteur en mathématiques de mon pays natal, Jean Concam, avait écrit une phrase qui m'est restée dans l'esprit. Sur tous ces manuels de mathématiques, il était écrit « Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. » Trump met l'Afrique en difficulté. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il donne à l'Afrique l'occasion d'être plus forte. Donc j'appelle tous les pays africains suspendus de l'aide américaine à informer officiellement les États-Unis d'Amérique qu'ils ne veulent plus jamais recevoir un seul dollar d'aide américaine. Les pays africains à taxer les marchandises qu'ils vendent vers l'Europe, vers l'Amérique, de telle façon qu'ils compensent les taxes qui leur sont imposées pour ce qu'ils prennent encore dans cette partie du monde. L'ère de la réciprocité a sonné et l'Afrique ne doit pas se morfondre. J'ai vu la déclaration du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, dans laquelle celui-ci soulignait l'importance d'aller vers l'autonomie. Mais contrairement à ce que les partisans de Sonko disent, il se plaignait du fait que Donald Trump ait interrompu un programme de plus de 300 milliards de francs CFA qui devait permettre au Sénégal de résoudre certains de ses problèmes. Bien qu'Ousmane Sonko, en effet, ait pris cette suspension d'aide comme un argument pour le renforcement de la souveraineté, il s'en est plaint. Je recommence. Et là, j'appelle aussi les partisans de Sonko et Diomaye à arrêter d'être de mauvaise foi sur les réseaux sociaux. Ils se sont mis à dire partout qu'on avait tordu les propos de leur patron et qu'il fallait citer la totalité de ses propos. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de citer la totalité de ses propos? Dès lors qu'on veut simplement souligner le fait qu'il est allé jusqu'à exprimer une douleur. Il faut, en réalité, dans ces moments-là, exprimer plutôt une joie. Les dirigeants africains devraient sortir et dire « Nous félicitons les États-Unis libérés de notre dépendance envers eux. Nous les félicitons pour nous avoir libérés de notre dépendance envers eux. Et nous leur demandons de continuer ainsi. Même dans 3 mois, nous ne voulons plus recevoir leur aide. » J'espère qu'il y aura des pays africains pour dire cela aux États-Unis. Parce que si vous pouvez vivre 3 mois sans les États-Unis, mais vous pouvez vivre 3 mois de plus encore. Mais vous pouvez vivre 3 mois de plus encore. Mais vous pouvez vivre 1 an, 2, 3, 1 siècle. Et c'est ce qui se passait avant que les États-Unis ne naissent au XVIIIe siècle. Les États-Unis, là, sont nés au XVIIIe siècle. Oui ou non? Mais l'Afrique était là avant toutes les autres civilisations. Comment le berceau de l'humanité, la civilisation la plus ancienne, peut-elle avoir peur que ses succédanés, ses descendants ne l'aident plus? C'est incongru. Africains, dirigeants africains, sautons sur l'aubaine de la suspension de l'aide américaine pour renforcer notre autonomie et prenons cette suspension d'aide comme une bonne nouvelle. C'est très bien. Ils auraient dû y penser plus tôt.